émission de débat au cœur de l'actu. Quelques jours après le premier tour des régionales, nos deux Éric décryptent les résultats. Voici tout de suite la bande-annonce. Avec 27,96% des voix, le Front National a dominé le premier tour des élections régionales, d'accord? Mais alors, qui est le grand perdant? Le Parti Socialiste ou les Républicains? Nos deux polémistes ont leur avis sur la question. En tête dans 6 régions, le FN peut espérer l'emporter dans 3 d'entre elles. Comment expliquer ces résultats? Qui sont les électeurs frontistes? Par quoi leur vote est-il motivé? Pour y répondre, nous recevrons Jérôme Fourquet de l'IFOP et l'historien Pascal Blanchard. Avec les régionales, l'arrivée d'un tout nouveau parti, le Total Gauche. Vous ne connaissez pas? C'est l'astuce des socialistes pour sortir leur épingle du jeu. Comment le Parti Socialiste peut-il se relever? Les réserves de voix écolo et communistes suffiront-elles? Nous en débattrons avec Jean-Claude Mailly, secrétaire général de Force Ouvrière, et le politologue Laurent Bouvet. En fin d'émission, nous accueillerons notre grand témoin de la semaine, le philosophe Alain Finkielkraut. Sans oublier évidemment notre ami Tanguy Pastureau. Allez, c'est parti. Bonsoir Éric. Bonsoir Valérie. Bonsoir Éric. Un mot pour qualifier ce premier tour des élections régionales. Éric Zemmour. Un mot? Un mot. C'est comme ça, j'ai décidé de raccourcir. Tellurique. Ah, Ouais, c'est pas mal. Moi j'avais révolutionnaire en tête. Oui, révolutionnaire. Révolutionnaire, c'est très bien. Pré-révolutionnaire. Non, parce que c'est un vote révolutionnaire, je suis d'accord. C'est pour ça que c'est tellurique d'ailleurs. Voilà. nous allons donc y revenir tout au long de l'émission. Regardez, comme chaque semaine, les chronomètres sont prêts. Alors le match peut commencer. On connaît le gagnant de ce premier tour, mais alors, qui a perdu? Les Républicains, les Socialistes? Chacun son avis, regardez. Oui, c'est l'échec de Nicolas Sarkozy. C'est d'ailleurs aussi une interpellation à la gauche. Il y a eu une punition pour le gouvernement et pour le président de la République, mais notre famille politique n'en a pas encore profité. Aujourd'hui, nous avons un chef. Il est légitime, il a été élu pour ça par les militants, mais il n'est pas le champion incontesté pour la prochaine élection présidentielle. Alors, il s'était présenté comme le seul rempart contre le Front National. C'est avec ces mots que Nicolas Sarkozy était revenu sur le devant de la scène politique en septembre 2014. Et pourtant, il n'a rien pu faire face à la montée du FN. Au-delà des Républicains, est-ce que c'est bien Nicolas Sarkozy, le grand perdant de ce premier tour? Il y a pas mal de perdants. Enfin, le gagnant, il n'y a pas besoin d'aller le chercher bien loin, on a compris, le FN. Mais il y a pas mal de perdants. Moi, je commencerai par la France. Que des millions de Français se sentent assez abandonnés, et il faut l'entendre, il faut le respecter, ce sentiment d'abandon, pour s'en remettre à un parti, un, xénophobe, deux, qui serait bien incapable demain d'aligner 15 personnes pour faire un gouvernement, et dont le programme économique est un saut en parachute sans parachute. Moi, ça me rend triste, en tant qu'amoureux de la France, ça me rend triste, c'est par patriotisme que je ne vote pas pour le FN, ça c'est le premier perdant. Deuxième perdant, c'est le vieux bipartisme. Alors il était battu en brèche depuis un moment, mais là le temps est définitivement révolu où une France bleue succédait à une France rose et puis inversement. Alors après, c'est un peu plus compliqué, ça demande plus de nuances. En apparence, le PS est très perdant, mais d'une part, le parti au pouvoir est toujours sanctionné dans les élections intermédiaires, et puis tout va dépendre des résultats du deuxième tour. Il se peut que le PS garde la majorité des régions, ce qui serait quand même inespéré, et c'est assez bien parti dans une région qui fait valeur de symbole, c'est-à-dire l'Île-de-France. Et puis Valls et Hollande ont assez bien manœuvré, puisqu'ils ont réussi à concilier la morale et la tactique avec le retrait des listes, et ça c'est souvent payant dans les urnes. Donc, comme on dit, diagnostic réservé. Alors les Républicains, le cas est encore plus intéressant, c'est qu'ils pourraient apparaître comme des vainqueurs, parce qu'ils vont, quoi qu'il arrive, contrôler plus de régions qu'ils n'en avaient après le scrutin qu'ils n'en avaient avant le scrutin, voilà. Mais d'abord, ils attendaient beaucoup mieux, et puis surtout leur chef, Nicolas Sarkozy, est en extrême mauvaise posture, puisqu'il est coincé entre la gauche et la droite. Maintenant, les Républicains sont le deuxième parti de droite, ce qui est quand même une défaite extraordinaire. Et puis, s'il veut mettre un coup de barre à droite, il se séparera des centristes. S'il veut aller vers les centristes, il n'aura pas l'électorat FN, donc c'est très compliqué. Ensuite, j'ajoute, mais en un mot, que là, il y a une défaite sans nuance, c'est la gauche de la gauche. Les Verts et le Front de gauche, alors là, voilà, ils sont réduits aux acquets, des scores extrêmement faibles, donc eux aussi, je les classerai parmi les grands perdants. Et si Zemmour me laisse en placer une tout à l'heure, j'ajouterai un mot, mais c'est à lui. Ça, c'est vraiment inadmissible. Que tu désignes mon temps de parole, toi, c'est vraiment inadmissible. C'est tout ce que j'ai à dire. Vous avez donc 2 minutes devant vous. Voilà. 2 minutes. Alors, d'abord, le numéro de Nolo sur la France qui perd et tout, je croyais entendre un giscardien en 1981. Comment ça oui, pendant la campagne de 1981, vous n'étiez pas né, mais la droite giscardienne faisait la même chose sur la gauche. Ah, c'est triste pour la France et tout, ils sont pas capables d'aligner 15 types. Oui. C'était le même numéro. Sinon, supprime la démocratie, Nolo, on n'en parlera plus. Je respecte, je déplore, je respecte. Je suis démocrate. On accuse toujours l'autre d'être incompétent. Je suis démocrate, mais je déplore. Bref, non, tu dis pas que c'est pour la France, c'est ridicule ça. Bon, premièrement. En plus, les gens qui votent Front National, eux,
Ils votent aussi par patriotisme. Donc chacun a son patriotisme. Exactement. Bon, bref. Donc maintenant, le grand vainqueur, c'est le Front National, mais il y a un autre grand vainqueur. C'est François Hollande. Pourquoi? Pour une raison simple, qui est que... Enfin, une raison simple. Pour deux raisons, d'après moi. La première, c'est que le PS, le parti de socialiste, est à 23. C'est pas ridicule. Non, absolument pas. Dans l'histoire du PS, c'est pas ridicule du tout. La gauche de la gauche est morte, terminée, passée par les oubliettes de l'histoire, c'est fini, on n'en parle plus. Encore une exception française qui disparaît. Mais c'est excellent pour Hollande, parce que personne ne pourra venir lui mordre les harpions. Soit les électeurs de gauche votent pour lui, soit ils ont plus de choix à gauche, c'est terminé, plus d'alternative à gauche. Tout le mythe mélenchonesque de Podemos, de Syriza est mort dimanche soir. C'est quand même une grande nouvelle historique. Bon. Et troisièmement, pourquoi il est bien Hollande? Parce que tout simplement, Sarkozy n'a jamais été aussi mal de sa vie. Mais il y a une raison que tu n'as pas dite, ça m'a frappé. Il faut bien que je te laisse un peu. C'est vrai, Un peu de surtout temps. que j'ai encore 2 secondes. Alors, Oui, 4 secondes. simplement Ça qu'ils passe se vite, sont mis hein. à 4 pour faire 27%. Oui, bah oui. C'est-à-dire que UMP, UDI, Modem, donc c'est l'UMP, c'est le RPR et l'UDF. Est-ce que vous vous rendez compte que, je vous donne une comparaison, qu'en 74, Giscard faisait 32% à lui tout seul? Bien sûr. Et en plus, dès la fin du deuxième tour, avec les centristes, on voit bien que ça va être la grosse bagarre. Évidemment. Et même à l'intérieur des Républicains, ça va être les couteaux tirés. Mais ça, c'est encore autre chose. Alors comment vous l'expliquez, cette défaite de Nicolas Sarkozy? C'est simple. Plus personne n'écoute Nicolas Sarkozy. Pourquoi? Plus. Mais parce que Nicolas Sarkozy a manqué le coche en 2007. Il avait été élu triomphalement. C'est pour ça que je pensais au vote de Giscard, parce qu'il a retrouvé le score de Giscard en 2007. Il a fait 32 lui aussi. C'est un score magnifique, 31 ou 32. Il a été élu pour, selon sa fameuse expression, passer le Karcher. Et on a eu Kouchner, Ramayad, Rachida Dati, on a eu l'ouverture, la diversité et les Kouchnérades, alors qu'il avait été élu en prenant l'électorat du FN, parce que l'électorat du FN pensait qu'il ferait le programme FN de façon civilisée. Je m'arrête. Bon, je m'arrête. Non, mais j'ai dit l'essentiel. L'électorat FN... Donc il lui pardonne pas, voilà. Mais l'électorat globalement, pas seulement FN. L'électorat FN lui a adressé un message qui va rester valable, je le crains pour lui, jusqu'en 2017, à savoir qu'il préfère la copie à l'original et que le siphonneur est devenu le siphonné. Eh oui. Donc, moi, je suis pas d'accord avec ça. Si je pense que les gens du FN maintenant, comme de toute manière, ils préféreront le cœur de la doctrine à quelqu'un qui, pour des raisons techniques, on sent bien que Sarko, il essaie de... Eh ben oui, voilà, c'est l'inverse de ce que tu as dit. Non, pas du tout. Il préfère l'original à la copie. Il préfère l'original à la copie. Mais donc t'as dit le copier à la copie à l'original. Ah bon, mais je me suis mal exprimé alors. Non, l'original à la copie. Juste en 2 mots, il y a quand même 2 autres perdants. C'est Jean-Marie Le Pen quand même, parce que la ligne de sa fille triomphe. Je suis pas d'accord. Ah, moi, je trouve. Mais c'est la ligne de Jean-Marie qui a gagné. Elle est revenue à l'immigration et à l'islam. Elle parle plus d'économie ni d'euros. Ah, tu te trompes? Ah non, je suis pas d'accord. C'est la grande victoire de Jean-Marie. Je suis pas d'accord. Elle a fait une campagne Jean-Marie. Sa petite fille fait le double de son score. Mais sa petite fille, elle fait une campagne dans la lignée de son grand-père. Le FN débarrassé de son folklore des provocations du père fait des scores quand même bien supérieurs au temps du père. Et dernier perdant, la COP21 dont tout le monde se comprend. Ah oui, c'est vrai que là, plus personne n'en parle. Donc c'est le grand perdant du premier. De toute façon, on s'en foutait déjà. Non, mais non, c'est pas vrai. Très bien, merci messieurs. On va poursuivre évidemment ce débat tout au long de l'émission. Si vous voulez mon CV, il est disponible. Oui, on passe maintenant. Il gagne bien leur vie. Ah, peut-être. Bon, alors on passe maintenant au premier débat. Qui donne sa voix au Front National et pourquoi? Le sondeur Jérôme Fourquet et l'historien Pascal Blanchard ont une idée de la réponse. Nous les écouterons juste après la question qui fâche d'Amandine Collongette. Oui, il y a un choc parce que ce qui était prévu est arrivé. Triste soirée, triste situation politique, extrême gravité. C'est très grave qu'un parti qui divise, qui sème la haine, puisse diriger des régions importantes en France. C'est une vague bleu marine. Plus de 6 millions de Français ont voté Front National, une percée historique. Et Marine Le Pen ne boude pas son plaisir. Le mouvement national est désormais sans conteste le premier parti de France, alors qu'il est, rappelons-le, à peine représenté au Parlement. Le parti de Marine Le Pen arrive en tête dans 6 régions avec un discours ultra sécuritaire. Alors première question, le FN a-t-il bénéficié du traumatisme des attentats? Ce vote, c'est le vote d'un pays qui ne voit pas d'autre issue à ses difficultés
que les extrêmes. En tout cas, l'unité nationale du 13 novembre ne semble plus au programme chez les Républicains, même si la ligne officielle est claire. Refuser toute fusion et tout retrait de liste. Mais ce discours ne plaît pas à tout le monde, les langues se délient et la colère gronde. Nous devons reconstruire la République est en train de s'effondrer, la République est en train de tout casser. Quand on est troisième, on se retire, on fait le front contre les déconstructeurs. Il faut apporter de la tension au pays, il faut apporter de la chaleur, il ne faut pas produire des haines. D'où cette deuxième question, la droite peut-elle perdre au deuxième tour face au FN ? Le ton à gauche est radicalement différent. Les ténors du PS jouent carte sur table et sacrifient leur région pour faire barrage au FN. Des candidats se retirent comme en PACA ou en Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Pendant 5 ans, les socialistes ne siégeront pas dans ces régions. Nous mesurons la tristesse de nos militants et de nos élus. La direction du Parti socialiste, que je n'ai pas toujours couvert d'éloges, a été exemplaire. Dernier enjeu, mobiliser les abstentionnistes. 1 Français sur 2 a boudé les urnes dimanche dernier. Alors question qui fâche, le FN peut-il transformer l'essai ? Bonsoir, Jérôme Fourquet. Bonsoir. Vous dirigez le département opinion et stratégie d'entreprise de l'IFOP. Vous travaillez notamment sur la sociologie et géographie électorale. À vos côtés, Pascal Blanchard. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, documentariste, spécialiste de l'empire colonial français, des enjeux de diversité des histoires de l'immigration. Vous avez publié cette année Le Grand Repli aux éditions La Découverte. Le FN, pour reprendre la dernière question du sujet, est-ce que le FN va transformer l'essai dimanche prochain, Jérôme Fourquet ? Écoutez, c'est encore assez difficile à dire. Les enquêtes montraient que dans les 2 régions qui ont retenu l'attention, Nord-Pas-de-Calais-Picardie et PACA, si la gauche n'avait pas pratiqué ce qu'on appelle le retrait républicain, il y avait toutes les probabilités pour que le FN l'emporte. Là, aujourd'hui, c'est beaucoup plus serré dans ces 2 grandes régions et a fortiori dans les autres. Mais même si le FN échoue comme il a souvent échoué en duel, on sera sur des niveaux de vote au second tour qui seront excessivement élevés, plus de 45% très vraisemblablement, peut-être même davantage. Et donc tout ça montre qu'il y a une dynamique qui est très puissante. Certains ont parlé au lendemain du premier tour d'une nouvelle percée. C'est pas une nouvelle percée, il y a une progression de 3 points. C'est une progression continue. On rappellera que Marine Le Pen est à 18% au premier tour de la présidentielle en 2012, 25% aux européennes, 25% aux départementales et aujourd'hui entre 28 et 29%. Donc c'est une progression très très puissante et continue. Et on voit bien que cette progression perturbe complètement le jeu politique traditionnel. On ne sait pas vraiment qui sont les gagnants et les perdants. La droite n'a pas du tout tiré profit du désamour frappant la gauche au pouvoir. Et la gauche fait de la résistance. Alors ça va lui coûter cher en Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Elle se retire, elle n'aura pas de conseillers régionaux pendant 6 ans dans ces régions. Mais dans toute une autre série de régions, l'arrivée du Front National à un très haut niveau va faire objectivement le jeu de la gauche et va sans doute lui permettre de sauver les meubles. Le fait que la victoire ne soit plus certaine dans le sud et dans le nord, en PACA et dans le nord Pas-de-Calais, ça ne relativise pas ce que vous venez de dire sur le dynamisme. Parce qu'on pourrait croire que sur l'élan, même dans la configuration actuelle, la victoire c'est certaine. Or, on paraissait douter. Il n'a pas dit qu'ils allaient perdre. Non, mais vous dites qu'il y aura une poussée, au moins ça sera à 45. On est dans une situation qui est très difficile à diagnostiquer et ça va être très très serré. Ce qu'il faut aussi avoir présent à l'esprit, c'est que le Front National est une force solitaire. Il n'y a pas d'alliés. Donc faire quasiment 50 ou plus ou juste en dessous, seul contre tous les autres, ça dénote déjà d'une prouesse et d'une puissance tout à fait exceptionnelle. Regardez quand même la taille de ces régions. 40% au premier tour seul, c'est absolument colossal. Et donc on est face à cela. Donc souvent dans l'analyse sur le FN, on est dans le trop ou le pas assez. C'est-à-dire soit il gagne, et c'est la marche sur Rome, la présidentielle est déjà gagnée pour Marine Le Pen, soit c'est une contre-performance. De mon point de vue, on est entre les deux. Il y a une vraie dynamique très puissante, pour autant pas forcément suffisante encore, on verra dimanche, pour arracher la victoire, mais il faut rester prudent. D'après vous, Pascal Blanchard, le vote FN, c'est un vote d'adhésion ou un vote contestataire? Aujourd'hui, c'est un vote d'adhésion. C'est 40 ans d'histoire politique, c'est à peu près le temps qu'il faut pour créer une vraie famille politique installée dans un jeu électoral. Le FN a des étapes, si on regarde bien tous les 10 ans, qui correspondent d'ailleurs très souvent à la fois à l'installation d'un discours politique, donc on va dire une culture politique, donc là c'est de l'adhésion, et à des circonstances exceptionnelles. 74, c'était la crise post-coloniale, on s'en souvient, la crise économique mondiale. 83, il y a les crises dans les quartiers populaires, il y a aussi, on l'a oublié, les attentats, qui ont aussi contribué. L'année 83 était une forte année d'attentats, donc de peur, d'angoisse avec la fin du Moyen-Orient, 95, 2002, post-2001 avec tous les événements de la peur de l'islam. À chaque fois, le FN a trouvé des moments de circonstances pour basculer et gravir, on va dire, des échelons, et en même temps a construit des générations politiques. D'ailleurs, pour ça, on est surpris que des jeunes, enfin très peu, puisqu'en fait très peu de jeunes ont voté, mais ceux qui ont voté ont plutôt voté FN. Mais en réalité, c'est très peu de gens, puisque très peu de jeunes ont voté. Mais ça veut dire qu'on est surpris aujourd'hui de voir que pratiquement toutes les classes d'âge sont touchées, que toutes les sociologies sont touchées, qu'il y a même des études supérieures, des CSP+. Ils ont aujourd'hui une représentation
représentativité électorale parce qu'ils ont créé une culture politique. Et donc ils ont fidélisé leur électorat. On en parlait tous les deux. Aujourd'hui, la projection peut estimer que il n'y a aucune raison que le FN baisse dans les 2 ans qui viennent. Ça veut dire 170, 180 députés avec des triangulaires. C'est donc aujourd'hui le tripartisme en France, un parti installé, plus de majorité. Alors là, on est en train de débattre des régionales où il va y avoir des problématiques, mais il n'y aura pas de problématique de majorité, puisqu'avec le nouveau processus électoral, avec plus de 25%, il y aura automatiquement un président d'un parti. Par contre, le législatif ne sera plus du tout la même chose. Oui. C'est donc une chambre avec 3 grands partis, 3 grands pôles, si le PS est encore là. Très bien, Pascal Blanchard, justement. Si le PS est encore là. Exactement. Alors, je le disais en introduction. Si les Républicains sont encore là. Eux, je pense qu'ils vont arriver à tenir l'accord. Ça dépend qui sera au second tour à la présidentielle. Oui, mais le PS peut exploser en tant que parti d'ici je suis d'accord avec vous. Le Républicain aussi. Oh, ils vont tenir. Ah non, si Sarkozy est 3e, moi je vous dis il explose. Ah, d'accord. C'est pour ça que je vous dis ça dépendra de la présidentielle. Là, mais si Sarkozy est 3e. Eh ben oui. Ouais. Hollande n'est même pas sûr d'être à la présidentielle. Ouais. Si. Oh, il peut s'en passer des choses d'ici 18. C'est un raz-de-marée. Alors, je le disais, Pascal Blanchard, en introduction, vous avez publié Le Grand Repli aux éditions La Découverte, dans lequel vous évoquez également le vote Front National. La synthèse et une question, c'est tout de suite dans l'apostrophe de Nolo. Alors j'ai pas fait vraiment une fiche de lecture parce que dans le Grand Repli vous abordez une telle multitude de thèmes que la discussion dans le détail nous éloignerait du cœur du débat. Je cite quand même tel ou tel chapitre qui fournit selon moi d'intéressantes matières à réflexion, comme lorsque vous évoquez en ces termes la fin du creuset français, là je vous cite, la société française est crispée sur un modèle intégrationniste qui échoue à faire société commune et justifie aujourd'hui nombre d'inégalités et de discriminations, ou quand vous opposez, ça c'est un autre chapitre, vous opposez à l'islam identitaire une laïcité identitaire. Mais plus généralement j'ai une très troublante impression à vous lire. J'ai eu l'impression d'avoir embarqué dans une machine à remonter le temps, d'être tombé sur un vieux volume des éditions Maspero, parce que les 2 adjectifs qui reviennent de manière rituelle sous votre plume, et celle de vos co-auteurs, vous n'êtes pas le seul auteur, c'est colonial et post-colonial. Alors à vous lire, la France de 2015 reproduirait envers les populations immigrées le même comportement que jadis les colons envers les populations indigènes. Je résume évidemment. Un schéma si prégnant que vous en écrivez, je vous cite à nouveau, la colonisation a non seulement assis la domination française, mais aussi construit tout un appareillage de discours et de représentation des populations de l'Empire, et même lorsqu'on les croit disparus, ces critères de classement raciaux peuvent réapparaître sous d'autres formes, constituant une sorte de stock d'un univers mental toujours mobilisable. L'islam en est un bon exemple. Et c'est là où, selon moi, le bas blesse dans le contexte actuel, puisque la question que tout le monde se pose en ce moment est la suivante. Comment faut-il s'adresser aux peuples souffrants, aux naufragés sociaux, aux laissés pour compte de la mondialisation, alors qu'ils ne semblent prêter l'oreille qu'aux sirènes du Front National? Et vous, le message, il m'a semblé en tout cas que vous le renvoyez dans le Grand Repli, est le suivant. La situation n'est pas celle que vous croyez. Vous n'êtes en réalité pas les victimes du nouvel ordre mondial, mais les représentants d'un ordre néocolonialiste. Et votre tâche la plus urgente consisterait à réfléchir à ce que vous appelez, vous, Pascal Blanchard, la montée en puissance d'un communautarisme blanc. Alors moi, je me pose beaucoup de questions parce que vous voudriez enrager les électeurs du Front National que vous ne vous y prendriez pas autrement. J'ai très peu de certitude sur la manière de contrer le Front National, mais je suis sûr que la vôtre n'est pas la bonne. Et c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un vote d'adhésion, mais de protestation. Et je crois que les gens réagissent très mal à cette tentative de culpabilisation d'une partie de la gauche dont vous êtes ici le représentant. J'étais à peu près d'accord sur beaucoup de choses, sauf le mot final, culpabilisation. Je suis historien. L'intérêt de l'histoire, c'est d'aller, on peut se tromper, parce que l'histoire n'est pas une science exacte, mais c'est de regarder dans nos comportements passés les héritages possibles. Nous savons que nous sommes les enfants pendant la Révolution française, et c'est pourtant passé il y a plus de 2 siècles. Et pourtant, on est les héritiers de ce qui s'est passé à un moment T. Nous avons hérité d'un certain nombre de choses. De l'histoire coloniale, nous avons aussi hérité d'un certain nombre de choses. Il n'y a pas que ça. Il y a ça dans le tout qui nous forme aujourd'hui en tant que société. Et surtout une chose qui n'avait pas du tout été prévue, le vivre ensemble n'est pas quelque chose qui nous tombe dessus et qui est une évidence. Personne nous a appris à vivre avec d'autres cultures et d'autres religions. Et ça, c'est l'héritage colonial. On n'avait pas imaginé dans les années 40, 50, 15 jours dans ce pays, il y aurait 12 millions de personnes qui ont un grand-père ou une grand-mère nés dans les ex-outre-mer et dans l'ex-empire. Je vais vous donner un exemple très simple pour essayer d'expliquer que ça n'a rien à voir avec la culpabilité, mais rien. Ça a à voir avec le fait que quelqu'un qui est par exemple issu de l'immigration coloniale ou post-coloniale n'a pas, dans le regard que la société porte sur lui, et lui-même dans son comportement dans la société, simplement un parcours d'immigré. Il est à la fois un immigré et un ex-descendant d'indigène. Ça vous fabrique une histoire. Moi, par exemple, je suis né d'une famille de Bretons. Ça me fabrique une histoire. Ça s'appelle une histoire culturelle. Ça ne m'empêche pas de vivre très bien dans la société française, mais c'est une partie de mon histoire. Et ces histoires induisent des regards posés sur ces autres, et induisent que ces autres ont une situation très complexe dans la société française. Et nous n'avons pas anticipé, et je vois Zemmour en train de bouillir sur son siège pour aller dans le sens contraire, je pense au bien. J'écoute passionnément ce que vous dites. Mais sur un point que nous ne mesurons pas aujourd'hui, c'est que nous n'avons peut-être pas du tout digéré ce qui s'est passé pendant 3 siècles de colonisation. Et en fait, nous sommes en fait la génération qui vit les éclaboussures impériales. Et on se les prend en pleine tête. Comme on n'a rien prévu, rien préparé, rien programmé. Et attendez, je ne suis pas en train de dire qu'il faut en ce moment ne parler que de ça. Je dis que si on doit aujourd'hui répondre au Front National, répondre aux angoisses identitaires, répondre aux problématiques
problématique d'intégration. Il faut intégrer et la dimension économique et territoriale, l'abandon des quartiers, l'abandon des outre-mer. Je fais remarquer que sur votre carte, les 4 régions dont vous n'avez pas parlé, c'est les régions ultramarines qui sont les seules à ne pas faire dépasser le Front National au-delà de 15%. Et c'est vraiment dommage, parce que ça montre que c'est peut-être des sociétés qui fonctionnent sur certaines questions, notamment politiques, mieux que nous. Et pour répondre, et là c'est sur mon dernier point, sur ce que vous avez dit, je pense qu'aujourd'hui il faut traiter et le politique et l'identitaire. Et pour traiter l'identitaire, on ne peut pas abandonner la question postcoloniale. Quel est le seul parti postcolonial français? Le FN, né à l'issue de la guerre d'Algérie. Parce qu'en effet, je le sens, il est en train de... Non, mais d'abord, moi j'ai eu l'impression dans votre livre que, au contraire, ce prisme colonial était l'alpha et l'oméga de toute la réflexion, donc c'est un peu compliqué. Et surtout, ouais, absolument. Mais je crois que ça joue beaucoup dans le choix du vote Front National, de tout le temps dire aux gens, en fait, vous n'êtes pas les victimes de cette mondialisation, vous en êtes, en fait, les bourreaux, il y a toujours plus... Voilà. Et ça ne va plus du tout, ça ne passe plus du tout. C'est une situation que... Je résume. Oui. Donc, sur ce point-là, c'est pas un résumé là, c'est de penser qu'il n'y aurait que cette manière, enfin, binaire de lire les choses. C'est pas ça. C'est vous êtes les héritiers d'une histoire dont, sans vous en rendre compte, les rapports qui se sont créés sociaux dans cette histoire induisent vos rapports sociaux du présent. C'est normal d'avoir la haine du musulman, et d'ailleurs, vous remarquerez bien que quand on parle de la haine du musulman, on ne pense jamais à l'Afrique noire, aux Pakistanais. On pense toujours à notre vieille histoire avec le Maghreb et les Maghrébins et les Orientaux. C'est une histoire qui commence depuis les temps immémoriaux. Vous ne pouvez pas vous... D'un seul coup, c'est marrant comment, quand on discute par exemple de la Révolution française, on trouve tous qu'il y a des liens de la laïcité qui remontent quand même à plus d'un siècle. On va épuiser nos réponses du présent, et quand je vous parle de quelque chose qui s'est à peine arrêté il y a 50 ans. L'histoire impériale, d'un seul coup, il n'y aurait plus de lien. Mais c'est pas parce qu'on a décolonisé en 62 que tout s'est arrêté. La preuve, l'histoire des pieds noirs continue dans le pays, l'immigration post-coloniale continue dans le pays. Un petit détail, vous êtes le seul pays au monde avec le Japon qui fait que nous n'avons aucun musée d'histoire coloniale pour justement raconter l'histoire à nos enfants de France pour qu'ils sortent des fantasmes des deux côtés et qu'ils rentrent dans la mémoire partagée. Alors, je peux y aller. Alors moi je vais vous dire, et ça va énerver Nolo, je suis tout à fait d'accord avec Blanchard. Ça va me surprendre aussi. Tout à fait d'accord. Cette histoire est la continuité de l'histoire coloniale. Vous avez tout à fait raison. Nous sommes issus de cette histoire coloniale, en particulier de la colonisation de l'Algérie, mais aussi de l'Afrique, etc. Là où je ne serai plus d'accord avec vous, c'est que c'est pas les Blancs, les Français de souche, qui sont déterminés par leur rapport à la colonisation. Mais c'est les enfants de l'immigration coloniale qui se comportent comme des colonisateurs, qui se comportent comme des contre-colonisateurs. L'histoire d'aujourd'hui, c'est la revanche de la colonisation. Et c'est le territoire français qui est colonisé par des gens qui viennent de nos anciennes colonies et qui se comportent comme des colonisateurs parce qu'ils refusent de s'approprier l'histoire de la France où ils vivent. Quand on est étranger et qu'on vient en France, soit on s'approprie l'histoire de France et on devient français. Sauf qu'ils y sont nés. Soit, non, même quand on y est né. Soit on ne s'approprie pas l'histoire de France et on reste dans l'histoire de la contre-France, c'est-à-dire dans le colonisé, et vous les encouragez à aller dans ce sens-là, et dans ce cas-là, on est un colonisateur. Quand on vit à la française, on est français. Quand on vit à la musulmane, on est colonisateur. Ça n'existe pas. Ça existe, ne vous inquiétez pas, ça existe. Ça veut dire s'habiller comme le prophète au 7e siècle. Ça veut dire manger exclusivement halal. Ça veut dire avoir que des quartiers halal. Ça veut dire avoir les femmes voilées. Ça veut dire... C'est pas la musulmane. C'est la salafiste. Mais salafiste, monsieur, mon cher ami, salafiste, ça veut dire justement revenir à la pureté de l'islam. Les pauvres moines cisterciens, qu'est-ce qu'ils doivent entendre s'ils doivent continuer à arrêter de vivre comme ils veulent le vivre? Ils sont pas les seuls, il n'y a pas que l'islam. Mais les moines cisterciens, ça vous aurez pas échappé que les moines cisterciens sont en voie de disparition. Ils sont peu nombreux. Et en voie de disparition. Voilà. Alors que les musulmans en France sont pas peu nombreux et qu'ils se répandent dans des quartiers, et ils vivent à une manière de vivre qui n'est pas française. Donc ce sont des colonisateurs. Pour moi, il y a de plus en plus de gens qui ressemblent aux pieds noirs. Et je sais, j'en y étais. Qu'est-ce que c'était les pieds noirs? C'était des gens qui avaient colonisé l'Algérie et qui ne vivaient pas à l'arabe, qui vivaient à la française et qui imposaient leur mode de vie sur un territoire qu'ils pensaient être le leur, mais qu'ils avaient colonisé. Et bien aujourd'hui, dans de nombreuses banlieues françaises, il y a des nouveaux pieds noirs qui viennent d'Algérie et qui colonisent le territoire français parce qu'ils ne veulent pas vivre. Musulmans par le mot salafiste, c'est complètement différent. C'est faux. Parce qu'il y a des frères musulmans. Il y a des frères musulmans. La France. Il y a soit on francise l'islam, soit on islamise la France. Et là, c'est une procédure de colonisation. Mais je suis d'accord avec vous, l'inconscient collectif est saturé de colonisation. Et le vote Front National, c'est un vote de gens qui se sentent colonisés et qui veulent s'émanciper de cette colonisation. Et ce rapport
ce rapport, il est très compliqué, et je ne suis pas en train de caricaturer. D'abord, comme vous, je vois une grosse différence, c'est que je ne généraliserai pas. On ne dit pas d'abord que toute la population française est dans ce ressenti. Aujourd'hui, les gens, compliqué, on le voit. Non, mais c'est important à dire. Il y a des gens qui se mettent à voter parce que blanc. Ça n'existait pas dans les années 70-80. C'est-à-dire que c'est une vraie angoisse. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de dire que cette peur est illégitime. Et c'est là où je dirais que le mot culpabilité que vous annoncez sur le livre, c'est au contraire. C'est moi, j'ai d'expliquer. Non, je sais, c'est pas vous. Là, c'est rigolo. Dire, il y a quelque chose qu'il faut que vous compreniez, c'est que cette peur de perdre ce qu'il nous reste. C'est un peu le vote des Africains dans l'Afrique du Sud post-apartheid. Il leur restait plus que la couleur du sud des États-Unis. Il restait plus que la couleur qui était là avant. Non, mais on est entièrement d'accord, mais ça n'a aucun rapport. Une petite différence. Non, non, pas dans la peur, pas dans l'angoisse, que vous avez peur de perdre la dernière chose qui vous reste, c'est votre identité ou la couleur de votre. Oui, mais enfin, ils pouvaient revenir. Les pieds noirs, ils sont venus en France. Oui, là, les Français, c'est eux qui étaient là. C'est aux autres de s'adapter normalement. Ils ne pensaient pas revenir en France. Oui, vous savez comme moi, vous l'avez même dit un jour avec un journaliste italien, qui aurait imaginé 20 ans avant qu'il serait un jour reparti en France. Vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. Par contre, aujourd'hui, les lecteurs de ce que je veux dire, c'est que c'était eux qui étaient là depuis 1000 ans, alors que c'est aux autres de s'adapter à ceux qui étaient là depuis 1000 ans. N'oubliez pas une chose, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de ceux qui votent Front National, notamment avec le slogan que Marine Le Pen a imaginé, qui est extrêmement efficace, on est chez nous, signifie d'une certaine manière ce discours colonial, qu'un jour, peut-être, on les remettra dans des bateaux et qu'ils repartiront là-bas. Ce discours-là est en filigrane dans le vote, justement, d'une partie de l'électorat Front National, pas tous. Et c'est là où la question coloniale est compliquée, et que si nous la déconstruisons pas, nous allons produire demain un vote majoritaire FN, mais surtout une France qui sera en guerre civile. Pourquoi je dis ça? C'est parce que ça se termine toujours comme ça. Quand c'est l'histoire de l'Inde, c'est le Pakistan, et de l'autre côté, c'est le Bangladesh. Quand c'est l'histoire de l'Algérie, vous en avez parlé, c'est le Est-ce que dans les sondages, on mesure le poids de ces thématiques qu'on vient d'évoquer? Est-ce que ça pèse beaucoup dans le vote du Front National? Tout à fait, de manière qualitative, mais même dans les discours, à la fois de l'électorat du Front National, mais aussi d'une partie de l'électorat de l'issue de l'immigration. Quand Mohamed Merah abat 3 soldats français d'origine maghrébine, il est trait de harki. Donc on est là-dessus. Quand Jean-Marie Le Pen ou sa petite-fille ou sa fille travaillent au corps l'électorat pied noir, mais pas seulement de PACA, en disant on est en train de refaire la guerre d'Algérie à l'envers, mais cette fois-ci, c'est sur le sol français. C'est eux qui viennent chez nous, etc. On a ça en fond des choses. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Dans les meetings du Front National, il y a quelques années, c'était la France aux Français. Ou, vieux slogan, quand nous arriverons, ils repartiront. Exactement. Cet électorat frontiste, aujourd'hui, a pris conscience que l'immigration était enracinée, on est à la 2e, 3e génération, et qu'il ne repartirait pas. Et donc aujourd'hui, ce qui se pose, la question, c'est qui fixe la règle non écrite, d'où le succès du « on est chez nous » dans un certain nombre de quartiers. La règle non écrite, comment on s'habille, les rapports entre les hommes et les femmes, qu'est-ce qu'on mange. Marine Le Pen qui relance sa campagne en 2011 sur le Quick Halal de Roubaix. Quick Halal de Roubaix, ça veut dire quoi? C'est dire des marchands, une compagnie privée, décide de faire que du halal dans un quartier. Ils sont pas bêtes, ça veut dire que ce quartier-là consomme essentiellement halal. Et donc, de manière très subliminale, on a tout ça qui se joue. Et les penseurs de l'extrême droite française parlent du grand remplacement. C'est le grand départ, c'est la préparation du grand départ. Dans la tête des gens, il y a invasion, grand remplacement et donc grand départ potentiel. Parce que pour éviter que la France ne soit plus blanche, la seule solution démographique, c'est qu'il n'y ait plus d'enfants qui naissent de cette immigration. Et de l'autre côté, c'est pas simplement qu'il n'y ait plus d'immigrés qui arrivent, vu qu'ils sont dans leur tête trop nombreux déjà ici sur le sol national, c'est qu'ils repartent. Cette dialectique, elle s'accompagne. Rappelez-vous le discours de Nicolas Sarkozy en 2007. Et là, c'est pour ça que c'est important, c'est que ça dépasse l'extrême droite. C'est le discours de Toulon, je ne sais pas si vous vous souvenez pendant la campagne, sur la civilisation, sur la colonisation, sur la grandeur de la France, sur la fierté, contre la repentance. C'est que ce discours a large jeu. La colonisation positive, la loi de 2005, tout ça explique quelque chose qu'il faut imaginer. C'est que je ne suis pas en train de dire que nous devons nous culpabiliser, parce que ceci produit, et là je rejoins Gémour, ce qui aussi va vous étonner, c'est que ça produit un double communautarisme. D'un côté un communautarisme blanc, mais de l'autre côté un réel communautarisme de chacune des communautés, soit sur le religieux, soit sur la couleur de la peau. Je terminerai juste là-dessus pour l'expliquer. Ce qui fait que c'est ça les ferments d'une guerre civile. C'est quand vous n'avez pas d'espace de citoyenneté commun. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous repliez soit sur votre religion, soit sur votre culture, voire dans certains cas sur votre couleur de peau. C'est ce qui arrive avec les Afro-Antillais en France, c'est ce qui arrive avec les musulmans en France, et c'est ce qui arrive avec les petits blancs. Ce processus colonial, ce n'est pas un processus de qui a tort. Je ne suis pas l'héritier de ceux qui ont colonisé. Je suis né en 64. Mais aucun rapport avec mon histoire. Mais si, vous êtes l'héritier quand même. Mais non, mais je suis l'héritier, voilà, dans le regard des autres. Et c'est ça qu'il faut à tout prix décristalliser. Arrêtez de faire des équivalences. Arrêtez de dire qu'il y a un communautarisme blanc et qu'il y a un communautarisme arabo-musulman. Arrêtez avec ça. Le communautarisme blanc, c'est la France. Alors arrêtez avec ça. On n'allait pas nous faire du Nadine Morano. Je suis désolé. La France, c'est un pays. Mais oui, c'est la phrase du général de Gaulle. Morano l'a mal cité, mais elle a raison. Ah oui, ça l'a très mal cité. Elle l'a très mal cité en 2008 quand vous l'aviez cité avec son intégralité. Avec Colombel et deux églises. Au moins, je la connais moins. Dans son intégralité. Et vous savez
voyez qu'au départ, c'était un rapport électoral avec 10, le général dit, 10 ou 20 millions d'Algériens qui viendraient en France. 40 députés ce ne serait plus la France. Ouais, ce ne serait plus la France. Eh bien, il avait raison. Non, mais enfin, il avait raison. Si, il avait raison. Non, je pense qu'il avait tort. Je vais vous dire, Blanchard, des immigrations, il y en a eu avant. Il y en a eu depuis à peu près 1860. Et il y en aura après. Et il y en aura peut-être après. Sauf que depuis de 150 ans, les immigrés se sont assimilés à la France. Je dis bien assimilés. Ça veut dire prendre le mode de vie et ça veut dire s'approprier l'histoire de France, la faire sienne. Mais comme la plupart des immigrés post-coloniaux. Mais si, c'est faux. La preuve, c'est que c'est faux. C'est ça la différence. Mais arrêtez, regardez tous les rapports sur l'école, etc. On ne va pas refaire cette discussion-là. La grande différence, elle est là. Et j'ai déjà donné ces chiffres ici. Pierre Milza, le grand historien, a fait des calculs pour l'immigration italienne. Et il a bien montré que les 2 tiers, je dis bien les 2 tiers des Italiens sont repartis parce qu'ils n'ont pas pu s'assimiler. Je pense que les Espagnols, par exemple, les Polonais, c'est 60% sont repartis. 40% sont repartis. Les Espagnols, c'est plus de 70% qui sont restés. Parce qu'ils sont très bien assimilés. Les Portugais aussi, beaucoup sont repartis, mais beaucoup sont aussi restés. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'est pas... Non, je reviens aujourd'hui. Il n'est pas scandaleux de prévoir et d'envisager que les gens qui ne veulent pas s'assimiler ou ne peuvent pas s'assimiler, ils ont le droit, repartent. Et donc ce n'est pas illégitime du tout. Quelqu'un qui ne veut pas s'assimiler ou qui ne souhaite pas partager la culture et l'identité d'un pays, il s'en va, on est entièrement d'accord là-dessus. S'assimiler, Blanchard. Mais je n'ai pas... C'est pas ce que vous dites. C'est pas du tout ce que vous êtes multiculturaliste. Mais non. Alors, la grande différence, et ça c'est très intéressant que vous dites ce mot-là, je suis dans une France aujourd'hui, c'est un constat qui est multiculturel, oui, vous dites vous-même. Elle est multiethnique. Mais je ne suis pas multiculturaliste. Je ne suis pas multiculturaliste, qui est une pensée politique. Mais attendez, vous avez mal lu, on l'avait même écrit noir sur blanc, reprenez le chapitre, donnez-moi un stabilo, ça vous permettra de le relire. Excusez-moi, vous l'avez mal lu. Vous ne reprenez pas les propres mots de ce que vous pensez. Non, j'ai dit la France est multiculturelle et je ne crois pas en la pensée multiculturaliste dans le système tel que la France l'a produit. Notre pays n'est pas l'Amérique, notre pays n'est pas l'Angleterre, notre pays n'est pas l'Allemagne. On a une histoire politique différente. Moi, et votre débat, on est le reflet. Il y a une polarisation quand même excessive sur les extrémismes et puis la concurrence extrémiste. On a l'impression que toute la France se résume à cette guerre des mémoires, à ce combat post-colonial. Il y a autre chose quand même. L'élection. D'accord, merci, il a raison. Oui, mais ça toute la France est hantée. Non. Moi, je suis dans toute la France est hantée. Demandez à Fourquet, il a fait des études là-dessus. La France est hantée par cet affrontement colonial. J'ai raison ou pas? Mais aujourd'hui, pardon. Il y a un des symptômes, c'est le vote très élevé pour le Front National, mais on voit que toute une partie de la droite, et bien au-delà, est travaillée par ces questions. Regardez le PS, mais évidemment. Sur le voile à l'école. Non, mais quand j'entends Zemmour qui dit tout musulman est un colonisateur, non mais je trouve qu'il dit qu'il vit, j'ai pas dit tout. C'est autre chose. Mais non, j'ai dit que dans ces quartiers, ceux qui vivent à la mode musulmane sont des colonisateurs. Je maintiens. Dans ces quartiers. À la mode salafiste. Et c'est pas des colonisateurs non plus. C'est plus compliqué que ça. On en vient dans vos études. J'aimerais juste qu'on écoute Jérôme Fourquet. Regardez aussi le regain d'intérêt pour la laïcité. On a parlé de la laïcité. Aujourd'hui, c'est une laïcité de combat. On la redécouvre dans notre histoire parce qu'elle a été utilisée pour ramener à la maison l'Église catholique. Et aujourd'hui, l'Église catholique ne fait plus peur à personne. Et si on retrouve un intérêt pour ce vieil outil, c'est parce que beaucoup de Français sont interpellés par la montée en puissance et la visibilité croissante de l'islam dans l'espace public. Regardez la levée de bouclier suite à la proposition de François Baroin de ne pas mettre de crèche dans les écoles, par symétrie totale, dans les mairies. On est d'accord. C'est pas moi qui provoque, c'est quand même Baroin qui fout la pagaille. Excusez-moi. Mais vous voyez que chaque incursion sur ce terrain-là provoque des réactions épidermiques et très puissantes. Il ne s'agit pas de nier. Moi, je m'oppose à l'essentialisation d'un côté des musulmans, de l'autre côté des Français. C'est pas possible de réduire les gens à des catégories. J'ai dit avec Nolo, certains se cristallisent des deux côtés. Non, mais dans les c'est ça qu'ils font ça. Ils font des nombres. Le chiffre qui marque le plus, c'est pas tellement les régions. C'est pas le score. C'est qu'il y a aujourd'hui 20 000 en France, 140 villages, villes, quartiers, qui ont mis le Front National en tête. C'est plus simplement de se poser la question métaphysique de combien est-ce que... C'est qu'aujourd'hui, l'ensemble du territoire national fait que 55% des villes et des villages de France que vous allez traverser cet été en voiture, vous allez vous dire, tiens, ici, le premier parti de ce village, c'est le FN. Le FN est un parti qui est né de l'issue de l'histoire de la guerre d'Algérie. Qu'on le veuille ou non, 74-75, c'est ça. La moitié de ses fondateurs, c'est l'Algérie française. C'est l'Algérie française. Et c'est le seul parti qui est au creuset de ça. Et n'oubliez pas une chose, le PS en face n'a jamais voulu appréhender cette question, n'a jamais voulu parler d'identité, n'a jamais voulu parler de la question coloniale avec un François Mitterrand, plus grand ministre des colonies de la 4ème République. Conclusion, le PS se prend aujourd'hui un vent. Il est incapable de comprendre les problématiques qu'on aborde. Je trouve que vous exagérez la question coloniale là-dessus. Mais vous avez peut-être raison. Ce que je veux vous dire, c'est qu'on a tellement peu exagéré la question, on l'a tellement oublié, qu'aujourd'hui on se la prend en pleine tête. Un mot de conclusion. On reprend d'autant plus qu'elle est réarticulée aujourd'hui avec la montée du péril djihadiste. Et donc ce qui se passe en France,
le profil des auteurs des attentats. Là, on a comparé les attentats de Paris avec ceux du 11 septembre 2001. Absolument. La différence majeure, c'est qu'il y a beaucoup oui. de citoyens français dans ceux qui sont passés aux actes chez nous. Et donc, c'est l'espèce de va-et-vient permanent, l'effet stéréo entre ce qui se passe en Syrie, au sud de la Méditerranée. C'est comment s'appelaient les combattants de l'Algérie, du FLN, des Moudjahidines. Dans Moudjahidines, il y a djihad. C'est toujours la même histoire. Et donc, quand on parle aujourd'hui de 5e colonne, on a tout ça qui revient. Et les derniers grands peurs terroristes en France, c'est l'OAS, le Paris-Strasbourg, rappelez-vous. C'est le dernier grand attentat avant celui-là qui avait fait autant de morts. Merci. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous. Merci pour ces échanges passionnants. On passe tout de suite à notre second débat. Écoutez, c'était hier dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Le Premier ministre poursuit son combat contre le Front national. Écoutez-le. Quand la République est en cause, il n'y a pas d'autre décision à prendre que celle que nous avons prise. Elle est difficile aussi, bien sûr, pour la majorité sortante en PACA, qui avait permis, par exemple, avec le soutien de l'État, de sauver et de soutenir Fralib. Et j'ai encore en mémoire ce que l'un des responsables de la CGT de cette entreprise disait il y a quelques jours sur le rôle de la région et de l'État. Mais je comprends parfaitement ce que cela peut représenter pour ces élus et pour ces militants. Mais quand la République est en cause, eh bien, on n'hésite pas, on vote pour ceux qui, aujourd'hui, peuvent sauver ces régions de l'extrême droite. Alors nous ont rejoint sur notre plateau Jean-Claude Mailly. Bonsoir, vous êtes secrétaire général de Force ouvrière, ainsi que Laurent Bouvet. Bonsoir également. Vous êtes politologue, essayiste. Vous avez publié cette année L'insécurité culturelle, sortir du malaise identitaire français chez Fayard. Alors, vous l'avez entendu, que Valls s'implique personnellement contre le FN. Est-ce que c'est une bonne idée, Jean-Claude Mailly ? Moi, je ne veux pas rentrer dans ces considérations qui sont des considérations de tactique politicienne. On est quand même... C'est une tactique politicienne. Oui, ils sont tous en tactique politicienne. C'est uniquement de la tactique ou pas? Oui, voilà, il y en a de la tactique, c'est sûr. Ce qui m'importe, je pense, en tant que syndicaliste, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est pourquoi on en est là. Quelles sont les raisons profondes? Elles ne sont pas uniques, mais quelles sont les raisons? Moi, je considère, je ne suis pas le seul, la plupart des syndicats européens, parce que le problème existe dans d'autres pays également, considèrent que c'est la situation économique et sociale, d'une manière générale, qui conduit à cette situation. Après, il y a d'autres phénomènes qui viennent se greffer, c'est évident, mais la racine essentielle du problème se situe à ce niveau-là. Donc, comment on fait pour répondre à ça? C'est ça la vraie question aujourd'hui. Le reste, après, bon, on entre le tour. Vous voulez dire, parlons clairement, c'est les politiques économiques depuis 30 ans, depuis 20 ans, qui sont conduites, c'est le chômage de masse, je vous demande, pour préciser, parce que moi je ne suis pas d'accord avec vous, mais au moins je précise votre pensée. C'est à la fois l'évolution du chômage, les inégalités qui vont croissant, ce sentiment que beaucoup de salariés, ou non salariés d'ailleurs, ont que, quelle que soit la couleur politique du gouvernement, finalement à la marge, sur les politiques économiques sociales, on est plus à la marge qu'autre chose, on fait du sociétal, mais on ne fait pas obligatoirement du social. C'est ce que condamnent par exemple, et ce qu'ont condamné tous les syndicats européens, c'est la signature du pacte budgétaire européen, qui a été condamné, donc qui amène dans tous les pays européens à des degrés divers une logique d'austérité. Voilà, c'est tout ça qui est un peu en cause aujourd'hui. Il suffit de regarder l'histoire. Oui, vous pouvez d'accord justement avec ce constat. Il y a deux choses qui peuvent peut-être un peu moduler ce qui vient d'être dit, à mon sens. D'abord, c'est que quand on regarde d'autres pays européens, dans lesquels la situation économique est bien plus favorable que la nôtre, et je prends deux pays qui sont hors de l'Union européenne, la Norvège et la Suisse, qui pour des raisons différentes sont des pays beaucoup plus prospères. La Norvège a du pétrole, etc. La Suisse... On a deux parties. Du chocolat et des banques. On a deux parties qui sont assez semblables dans les thématiques au Front National, le Parti du Progrès en Norvège et l'UDC en Suisse, qui sont des partis qui sont très très hauts. On trouve, alors cette fois dans l'Union européenne, dans les pays scandinaves, en Autriche, dans des situations beaucoup plus favorables que la nôtre, des partis du même genre que le Front National. Ce qui veut dire certainement qu'il y a, à côté des facteurs économiques et sociaux, non pas qui sont à nier, mais à côté des facteurs identitaires ou culturels qui jouent un rôle important. Et la deuxième chose, c'est qu'ils le jouent d'une certaine manière. C'est-à-dire que je pense qu'il y a la défiance vis-à-vis des gouvernements, c'est beaucoup sur ils n'y peuvent rien économique, sur le plan économique et social. L'Union européenne, la mondialisation, le politique par rapport à l'économique, tout ça, ils n'y peuvent plus grand-chose. Donc les électeurs ne se déterminent plus principalement en fonction de ces questions économiques et sociales, où ils se disent c'est bonnet blanc, de toute façon ils sont tous pour l'Europe, il ne faut pas nous sortir du... Donc dès qu'il y a un discours qui sort un peu, à la fois économiquement bien sûr, et surtout qui s'adresse à eux, aux électeurs, en leur disant on peut faire autre chose sur les frontières, on peut faire autre chose en liant la politique sociale à la question de l'immigration, le programme du Front National. Là, ils se disent, là peut-être qu'en retrouvant
une certaine souveraineté, en liant souveraineté-identité, on va pouvoir agir. Et là, il y a peut-être un discours qui va enfin pouvoir produire une action. Donc c'est pour ça, je pense que c'est un déterminant très important aujourd'hui du vote pour ces partis. C'est-à-dire que on vote pas Marine Le Pen ou on vote pas en Suisse pour l'UDC, etc. pour des raisons économiques. On vote avant tout pour des raisons identitaires. Je voudrais même aller plus loin, si vous me permettez. Quand vous dites il y a des raisons économiques et il y a aussi des raisons identitaires et culturelles, j'inverserai votre propos. Il y a d'abord, fondamentalement, des raisons identitaires sur l'immigration, sur ce que Renaud Camus appelle le grand remplacement, que ça soit, on considère ça comme un fantasme, on considère ça comme une réalité, en tout cas c'est un fait politique. Il y a la question de l'islam, qui sont des questions fondamentales. Et à côté, il y a des adjuvants économiques et sociaux. Et pourquoi je dis ça? Je reprendrai le même... oui, tout à fait d'accord, mais je pense que vous vous trompez. Mais je vais essayer de développer. Je reprends l'argumentaire comparatif européen, j'ai même pas besoin de le dire, M. Bouffet l'a fait très bien. J'ajouterai un second argumentaire, si vous me permettez. C'est que si le critère déterminant était l'économique et social, si c'était la critique des politiques d'austérité, du traité budgétaire, des inégalités, etc. Mais pourquoi tous ces braves gens ne voteraient-ils pas pour le Front de gauche et pour le Parti communiste, qui a mis ça en avant depuis le début? Ces gens-là ne votent pas pour le Front de gauche et le Parti communiste parce que la question économique et sociale est secondaire et que la question identitaire est majeure. C'est tout, sinon ils voteraient pour le Front de gauche. Enfin non, moi j'en suis pas... excusez-moi, ça serait logique. Je n'en suis pas Les gens sont logiques compte quand même, tenu de l'état de ces partis, c'est pas depuis aujourd'hui. Le FN, il est mort 10 fois, le FN. Il y a dans le vote, pour moi, il y a un aspect protestataire, il y a un aspect d'adhésion également aujourd'hui, ça je ne le nie pas, mais il y a un aspect aussi qui est protestataire. Pardonnez-moi, je vais être cru, quel est le vote qui va emmerder le plus de monde? Ça existe aussi encore aujourd'hui. Ça c'est fini, monsieur. Ça existe encore aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il y a ça. Vous êtes sur une vieille thématique, Jean-Marie Le Pen. C'est un vote sanction. Ça existe encore. Ça existe. Je ne dis pas qu'il y a ça. Je suis pas du tout d'accord. Non mais ça existe et je ne dis pas qu'il y a que ça. Alors c'est vrai ce que vous dites sur la Norvège, etc. Mais si vous regardez la situation en Espagne, au Portugal, on ne peut pas dire que la situation en Espagne, au Portugal soit brillante sur le plan économique. Et ça se traduit ailleurs. Et oui, justement. Ça se traduit ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il y a 40 ans, c'était des dictatures. Non. Mais si. Parce qu'il n'y a pas d'immigration de peuplement. Non. Excusez-moi. Il n'y a pas d'immigration de peuplement. Il n'y a pas d'immigration de peuplement et donc il n'y a pas de division du peuple entre Espagnols de souche et Espagnols immigrés. Et donc, mais non, il y en a très peu et ils les ont renvoyés. Les Marocains sont repartis. Consciemment ou inconsciemment, ça reste dans la tête des Espagnols et des Portugais. Vous savez, ça, moi, je regarde souvent et discuter avec les militants. Je dis pas que c'est négligeable. Je vous dis, le peuple n'a pas été scindé en deux. Bon, deux choses. Moi, d'abord, j'aimerais qu'on sorte de ce que j'appelle la pensée borne. C'est-à-dire, il faudrait que ça soit ou que le social, ou que l'identitaire. On voit bien que les deux sont à l'œuvre. Ça, c'est la première chose. On ne parle pas de... Non, mais c'est bizarre. Quel est le prix? Non, mais moi, je pense que c'est à égalité. Non, mais ça, tu nous fais... C'est trop facile. Mais non, j'exprime une opinion. C'est Chèvrechoux, là. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est une pensée complexe qui s'oppose à la pensée borne. La deuxième chose qui m'intéresse, c'est j'ai lu avec intérêt, mais aussi beaucoup d'effarement, les contributions dans le monde d'hier, où il y a maintenant une guerre, mais d'une violence inouïe entre deux gauches. Une gauche qui est perçue comme la gauche des élites complètement coupée du peuple, contre laquelle votent les gens, et en général, ils votent Front National, et puis une gauche, le représentant, M. Bouvet avec d'autres, qui serait une gauche, disons, populaire, qui voudrait faire le pont entre le peuple et ce qui reste de la gauche. Je voudrais savoir comment vous vous situez, parce que hier, il y avait quand même des accusations qui étaient incroyable. On a quand même vu quelqu'un qui disait, comprenez, il y a une mesure pour défiscaliser le personnel de maison parce que l'élite bourgeoise de la gauche a besoin de personnel de maison et ces gens-là, bon, c'est pas moi qui... Non, je sais, c'est pas vous. Mais je veux dire, on atteint un tel point de haine entre ces deux gauches que on se demande d'abord si elles sont encore conciliables ou réconciliables, et puis on voudrait savoir votre position dans ce débat. C'est pas toi que je pose la question, c'est M. Bouvet. C'est pas idiot de parler des personnels de maison, parce que c'est quand même la gauche bourgeoise qui se paye des immigrés pour s'occuper de leurs enfants. Eh oui, passons. Non, mais il y a effectivement une fracture, justement. Alors, il y a une fracture sur les questions économiques et sociales à gauche. Une gauche qui est plus une gauche keynésienne, plus étatique, keynésienne d'intervention de l'État, service public, et une gauche plutôt libérale. Emmanuel Macron l'incarne évidemment social-libéral, on pourrait dire. Certains diraient qu'il n'est plus de gauche, mais enfin une gauche social-libérale, lui s'en réclame. Donc il y a ça, mais il y a aussi une fracture sur les questions identitaires, sur les questions d'immigration, etc. Il y a moins de fractures sur les questions qu'on appelle sociétales, ou de société, le mariage pour tous, etc. C'est le dernier ciment. On l'a vu au moment du mariage pour tous. Ça a été le dernier ciment, et depuis 2012, je dirais que ça a été le seul ciment.
C'est-à-dire que même sur les attentats, même sur est-ce qu'on est Charlie ou pas, etc., même encore aujourd'hui sur la République et la laïcité, il y a des fractures au sein de la gauche. Le seul ciment qu'on constate depuis le retour de la gauche au pouvoir en 2012, ça a été le moment vraiment droite-gauche d'opposition, même s'il y avait quelques individus singletons qui étaient contre leur propre camp sur ces questions, c'était vraiment le mariage pour tous, la question de davantage de droits pour telle ou telle partie de la population. Et qui les coupe encore de l'électorat populaire. Et qui les coupe qui les coupe même de leur électorat musulman d'ailleurs. Notamment, c'était Jérôme Fourquet qui était là juste avant, qui a fait une étude sur le vote musulman, où il explique bien ça. Alors, par exemple, sur cette gauche dont on parlait tout à l'heure, sur pourquoi le Front de gauche n'arrive pas à ramasser la mise sur le mécontentement. Il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est que le discours porté par notamment Jean-Luc Mélenchon, l'avait vu à la présidentielle, et depuis le Parti communiste, les gens qui sont au sein du Front de gauche, et en partie d'ailleurs aussi les écologistes, et une partie aussi du Parti socialiste, c'est un discours qui s'adresse aux exclus, aux minorités, aux perdants de la mondialisation, à ceux qui sont les dominés. C'est un discours donc qui a une connotation d'une certaine gauche, mais qui n'est pas un discours au peuple, qui n'est pas un discours populaire. Et le problème, c'est que, en s'adressant ainsi à cette partie de la population, le programme qu'ils proposent, l'offre politique qu'ils proposent alors qu'ils ont ce discours, est un programme, pardonnez-moi M. Mailly, mais pour essentiellement la fonction publique. Pour des gens qui sont protégés, pour des gens qui sont protégés par les syndicats, pour des gens qui sont plus dans le privé que dans le public, qui ne sont pas, mais même dans le privé, qui sont des grandes entreprises où ils sont une certaine sécurité de l'emploi, etc., et qui ne sont pas justement les damnés de la terre, qui ne sont pas la mondialisation. Et donc le fait qu'il y ait un décalage entre ce discours et la réalité de leur proposition politique, de leur offre politique, fait qu'ils ont des difficultés. Et la deuxième raison, c'est celle que vous évoquiez, c'est que, et ça c'est le discours des plages du Prado de Jean-Luc Mélenchon avant, mais c'est une deuxième raison, Éric Zemmour, c'est assez complexe. La réalité est complexe. Il y a un deuxième élément, et ça va dans le sens de ce que vous disiez, c'est le fameux discours de Jean-Luc Mélenchon sur la plage du Prado, où contrairement à ses autres discours, ses grands discours présidentiels, il ajoute un paragraphe très personnel, parce que lui vient effectivement à traverser la Méditerranée. Il dit les deux rives de la Méditerranée, c'est notre maison commune, en gros. Hein, je ne connais pas, je me rappelle plus son expression, mais enfin, il ne doit pas y avoir de frontières entre nous, etc. Et ce petit discours-là, qui intervient une semaine avant le premier tour, les sondages, Jérôme Fourquet, vous l'aurez confirmé, une semaine avant le premier tour, ils étaient à 14-15, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Une semaine après, quasiment 7 points d'écart. À part ça, c'est complexe. Non, mais ça, c'est les deux éléments. Les deux sont liés. Les deux interviennent. Sur les deux gauches. Non, mais moi, je suis pragmatique quand je discute avec des salariés ou parfois d'autres que des salariés, des artisans, etc. Hein. Bon, mais un salarié dans une entreprise privée aujourd'hui, qui a quelques difficultés, et il y a quelques entreprises qui ont des difficultés aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il pose comme question? Est-ce que je perds mon boulot? Si, en fonction de mon âge, j'ai le droit à combien d'assurance chômage, et si j'ai épuisé mes droits, comment je fais? Comment je fais pour payer les crédits de la maison, de l'appartement? Comment je fais pour payer les études de mes enfants? Et je n'ai pas de réponse, et ma situation ne s'améliore pas. Voilà, c'est là que je ne dis pas qu'il n'y a que le phénomène économique et social, mais c'est un phénomène qui compte de manière importante. Deuxième exemple concret. Vous fermez un bureau de poste à Paris, je dis pas que c'est bien, mais c'est pas grave, vous prenez le métro, vous faites 2 stations, vous en avez un autre. Vous fermez un bureau de poste dans une zone rurale, en général il y a l'école qui ferme, il y a la perception, etc. Et vous avez le sentiment d'être abandonné. Et vous avez le sentiment des zones de désertification qui existent. Voilà, ce sont des éléments qui expliquent comment, quand j'entends des responsables politiques, quels qu'ils soient, à moi, dire les Français pensent que, si les Français pensaient comme eux, ils voteraient pour eux. Je suis désolé. Bon, donc c'est qu'il y a vraiment un problème. Après, qu'il y ait des problèmes identitaires, etc. Vous avez nuancé votre propos du début. Non, je dis, non. Ce que je vous ai jamais dit qu'il y avait, je vous ai jamais dit qu'il n'y avait pas de problème économique et sociaux. J'ai pas compris ça, c'est bon. Voilà, je dis, il y a les deux éléments. Moi, je pense que dans le temps, les problèmes économiques et sociaux sont déterminants. Enfin, attendez, quand vous regardez... Mais surtout sur nous, c'est un économiste. J'en suis revenu. C'est pas l'économie, c'est une science, vous savez. Non, mais vous comprenez, justement, je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que je dis à l'économie sociale. Voilà, bon. Donc, moi, je pense que ça fait partie des éléments qui sont les éléments les plus importants, même s'il y a d'autres éléments qui interviennent. Vous savez, les questions d'immigration. Moi, j'ai un arrière-grand-père qui était militant dans les mines, début du XXe siècle. À l'époque, quand les mineurs polonais sont arrivés, les mines privées à l'époque, que disaient les mineurs français? Parce qu'ils n'étaient pas payés pareil. Ils disaient, ils viennent manger notre pain. Exactement. Bon, ça a été la réaction. Qu'ont fait les militants syndicalistes? Ils se sont battus pour qu'ils aient les mêmes droits. Voilà. Donc ça, c'est des éléments qui ne sont pas nouveaux. Il y a des réactions qu'on peut comprendre. Il y a des choses très nouvelles aussi. Il y a des choses nouvelles aussi. Moi, je voudrais répondre à M. Bouvet. Il y a des choses qui m'intéressent quand il dit le conflit entre les gauches. Mais vous connaissez aussi bien que moi
dans l'histoire du mouvement socialiste, du mouvement ouvrier, il y a toujours eu des conflits, et beaucoup plus durs qu'aujourd'hui. Vous êtes d'accord, au moment de la guerre d'Algérie avec Guy Mollet, au moment avant la guerre 14, dans les années 30, enfin, je veux dire, il y a eu des affrontements bien plus durs. En 17, pendant la guerre 14, enfin, tout ça, c'était bien plus dur qu'aujourd'hui. À la limite, ils sont bien plus proches aujourd'hui qu'ils ne le furent jamais. Entre Jules Guesde et Jaurès, ça a été sanglant. Donc, mais ils ont fait ensemble la SFIO. Oui, vous avez raison. Ils ont fait ensemble la SFIO, mais vous vous souvenez, les affrontements étaient terribles. Bon. Donc tout ça, pourquoi je vous dis ça? Vous avez compris pourquoi je vous dis ça? Il n'y a pas de raison que les électorats ne se mêlent pas. S'il n'y avait que ces conflits entre les gauches. C'est pas là où je veux en venir. Bien sûr. Oui, c'est ça. Je veux en venir au point suivant. Est-ce que l'aboutissement naturel de tout ça, c'est pas une recomposition politique très vaste? On voit bien qu'il y a deux gauches qui n'ont plus rien à faire ensemble. Et c'est contre cette gauche-là que les électeurs qui votaient pour elle auparavant vont ailleurs, ou s'abstiennent, ou restent chez eux. Quand je lis les contributions, je reviens à celle du Monde, je me dis ces gens-là n'ont rien à faire ensemble. Voilà. Est-ce qu'il ne serait pas plus clair idéologiquement qu'une partie de la droite se fonde avec le Front National et qu'une partie de la gauche se fonde avec... Le fait que les clivages qui traversent d'ailleurs des différents partis, qui traversent d'ailleurs, on l'oublie beaucoup en ce moment parce qu'ils sont en dynamique très, très favorable, le Front National. Bien sûr. Il y a quand même des fronts nationaux différents. Il y a même d'autres compositions, c'est encore même plus complexe que ça. Donc tous les partis aujourd'hui, y compris l'extrême gauche, au front de gauche, une partie va diviser avec les militants des indigènes de la République, une autre partie très républicaine le refuse. Enfin tout ça est très, très complexe. Tous les partis sont transpercés de toutes parts par des clivages. Le problème du système politique, c'est c'est un système, comme tous les systèmes institutionnels organisés, qui a une force d'inertie considérable. C'est-à-dire que le temps qui ralentisse et qui retrouve les clivages, etc., on peut encore attendre un certain moment. Et la décomposition est évidemment très longue. C'est quand même beaucoup plus prégnant au PS, non? Avec notamment les frondeurs. Vous savez, je pense pas. Les Républicains sont dans un état catastrophique en raison de ces clivages importants sur identité, souveraineté d'un côté, conservatisme social et libéralisme. Je suis d'accord avec vous sur les Républicains. Le PS aussi. C'est pas pour dire que. Non, bien sûr, j'ai compris. Est-ce que vous ne croyez pas que la grande leçon de ces régionales, c'est autre chose? C'est que les deux gauches dont parle Nolo, il y en a une qui a encore des électeurs, qui est le PS, et qui rêve de s'allier, en tout cas les chefs, de s'allier avec la droite centriste, libérale. On a bien vu quand ils ont tué les deux fédérations du Nord et du Sud. On voit bien l'idée de Valls et de Cambadélis et de Hollande, c'est de faire un grand parti avec Juppé et compagnie. Bon. Et que l'autre gauche, excusez-moi, mais il n'y a plus d'électeurs. Oui, bien sûr. C'est la grande leçon de ces régionales, justement. Les écologistes qui ont perdu. Les écologistes, il n'y a plus d'électeurs, c'est fini. Ils peuvent aller rentrer chez eux. C'était le troisième parti au régional de 2010. Exactement. Avec 12,8%. C'était troisième derrière l'UMP. Absolument. Ils peuvent récupérer une partie du PS. L'aile gauche du PS pourrait. Mais ça me paraît difficile parce que l'équation chez les écologistes, en dehors des questions des bisbilles personnelles, des ambitions, enfin ça, c'est pas spécifique aux écologistes. Enfin là, c'est comme c'est tout petit, ça se voit beaucoup. Mais non, le problème qu'ils ont, c'est qu'ils ont une. Alors, je laisse de côté l'environnement parce que c'est pas véritablement là-dessus qu'ils font la différence, si je puis dire, en négatif. C'est sur les questions de société. C'est-à-dire ce sont des libéraux culturels. C'est-à-dire qu'il y a que la liberté et la licence, en fait, liberté et licence. Et donc, ils ont un problème par rapport à une société dans laquelle on regarde toutes les enquêtes et puis les votes, quand même, où la demande est une demande d'autorité, une demande de règles, une demande d'encadrement, une demande de ce que les élites respectent les mêmes règles que le peuple et s'en affranchissent pas pour passer ses gamins dans d'autres écoles. Alors, tout est contraire à ce que véhiculent les vents. Donc c'est pas juste parce qu'il y a Cécile Duflot ou Jean-Vincent Placé que ça va pas chez les écologistes. C'est parce que leur projet de société ne correspond pas à ce que demande très très largement la population, en dehors de quelques bastions dans les centres-villes où ils sont, comme à Paris évidemment, où ils ont effectivement un point important dans la gauche. Merci beaucoup. Merci messieurs d'avoir accepté notre invitation. Je vous propose de rester encore quelques instants pour suivre ensemble la fabuleuse chronique de notre ami Tanguy Pastureau. Absolument. Enfin. J'ai mis du temps, mais... Alors cette semaine, on a tous mis notre bulletin dans l'urne, sauf François Hollande qui, regardez, a mis son bulletin à côté de l'urne. S'il est capable de se rater là, j'aimerais pas passer après lui à l'urinoir DVC pour... il met à côté, voilà, bientôt on va apprendre qu'il a bombardé le Liban en visant la Syrie. Un seul avantage dans la sphère intime, mettre à côté est le mode de contraception le plus efficace. On n'est pas prêt de voir débouler, François Junior. Alors cette semaine, Jean-Marie Le Pen s'est habillé ton sur ton par rapport au rideau de l'isoloir. C'est un caméléon, sauf qu'il n'attrape pas
de mouche avec sa langue. Anne Hidalgo, elle, a voté dans la salle la plus foutraque de Paris. Un gymnase pour gosses avec les tapis de sol en vrac et l'odeur de transpiration des mômes. Une future abstentionniste de plus. Cette semaine, on a ressorti, vous le savez, un vieux tweet de Cambadélis, le socialiste qui porte un nom de marque de feta, posté avant le scrutin pour dire que les sondages surestimaient le score du FN. Et il s'est planté. Mais tel Gilbert Montagnier s'est décidé de faire du scooter. Cambadélis, comment dire, c'est Elisabeth Tessier sans le brushing. Le Nostradamus du pauvre. S'il annonce que vous êtes mort, bonne nouvelle, c'est que vous avez la patate. Car cette semaine, le FN a cartonné. Marine Le Pen, première dans le Nord. Sa nièce, Marion, première dans le Sud-Est. Son compagnon, Louis Alliot, premier en Languedoc-Roussillon. C'est la première famille à jouer au Monopoly avec un vrai pays. Seul problème, s'ils gagnent, ils vont tous se retrouver à 800 km les uns des autres. Le FN, c'est l'explosion de la cellule familiale. Cette semaine, Xavier Bertrand a été un gentleman. Il a, nous dit Le Monde, tenté de relativiser le poids de Marine Le Pen. J'espère qu'il n'a pas non plus parlé de son âge. Alors Bertrand, qui avait le charisme d'un coquin empaillé, est devenu, c'est fou, une star. Là, on le voit dans la position de Clara Morgan dans Infirmière Perverse 2, mais avec des micros à la... Les seuls à ne pas l'avoir interviewé, en fait, c'est Gulli. Cette semaine, le FN Valéran de Saint-Just, le seul candidat à porter le nom d'un seigneur dans le film Les Visiteurs, il vit avec un montreur douce dans l'église Sainte-Geneviève, a annoncé bien qu'il gardait sa barbe, car selon lui, les électrices ont voté pour lui, car séduites par cette barbe. En fait, il vit les régionales comme une élection de Miss Camping, mais avant épilation, défi. Cette semaine, Jean-Christophe Fromentin a annoncé qu'il quittait l'UDI, alors qu'il est, on ne sait toujours pas qui est Jean-Christophe Fromentin et ce qu'est l'UDI. Cette semaine, Superglue 3 a réussi pour la première fois l'exploit de coller deux hommes en position debout, Le Drian et Hollande, qui sont restés 12 heures de suite comme ça sur le Charles de Gaulle. Alors Hollande a voulu saluer les militaires en leur serrant la main, mais il a mis à côté et leur a pincé les tétons. Ils ont adoré. Cette semaine, Christian Estrosi, qui affronte Marion Maréchal Le Pen, se décrit bien comme l'homme de la résistance. Estrosi, c'est Jean Moulin après passage par la cabine à UV. Puis il a pris le maquis et là il attend que rouvre le Radio Londres pour sa prochaine allocution. Cette semaine, Ségolène Royal, déguisée en chamallow équitable, a croisé à la COP21 Leonardo DiCaprio, un barbu, le Valéran de Saint-Just américain. Elle y avait déjà rencontré Sean Penn. Enfin, la COP pour elle, c'est le site mythique, mais sans Gérard de Dijon et avec que des acteurs glamour, quoi. L'objectif de la COP21 est désormais que le corps de Ségolène Royal ne dépasse pas les 40 degrés à l'horizon fin de semaine. Cette semaine, Jean-Yves Le Drian, qui a fait toute sa campagne dans Syrie quand même, est arrivé malgré tout en tête en Bretagne. Alors on le voit ici au maximum de sa joie. Ce type est plus triste. Il est plus triste qu'un lundi en Moldavie, un matin de pluie acide. Les Bretons votent en fait pour celui qui ne les gonfle pas et qui voit le moins possible. En fait, ils choisissent leur président de région comme on choisit notre femme. Cette semaine, Cyril Hanouna a accusé les journalistes d'être à l'origine du score du FN car ils auraient été, selon lui, anxiogènes. Et c'est vrai que la presse a relaté les attentats de Paris dans une mauvaise ambiance. Pas une course en sac à République, ni une danse des sardines en soutien devant le Bataclan, pas une chenille, pas un coussin péteur. Enfin, cette semaine, Hollande a accueilli à l'Élysée le Premier ministre québécois, Philippe Couillard, l'homme au nom le moins sexy du monde, à égalité avec Jean-Luc Prépuce et Sylvain Rectum. Simple ministre, Ségolène Royal, vous sifflez du vin bio avec DiCaprio. Président, vous vous farcissez Couillard. Le suffrage universel est un enfer. Bref, quelle belle semaine ça a été. Bravo. Merci. Merci beaucoup, Tanguy. Zemmour et Dolan, ça continue juste après la pub avec notre grand témoin, le philosophe Alain Finkielkraut. À tout de suite. L'échange. Avec notre grand témoin. Il est philosophe, il a publié La seule exactitude aux éditions Stock. Il est même académicien. Il vient nous donner son point de vue sur les élections régionales, sur la politique en général. C'est Alain Finkielkraut. Bonsoir Alain Finkielkraut. Je vois que vous vous êtes installé, vous avez ramené votre bureau. Oui, j'ai amené quelques livres. Vous voulez que je vous explique pourquoi? Bien sûr. Alors, je vais vous le dire. Je vais vous le dire avec une citation, précisément. C'est Nicolas Gomez Davida, un très grand penseur colombien, auteur de magnifiques aphorismes, dont celui-ci: l'homme ne possède pas son intelligence est en visite chez lui. Et moi, j'ai toujours peur que mon intelligence me pose un lapin. Reste à la maison. J'ai des penses bêtes et j'ai des aides-mémoire. Très bien. Bon, je vous remercie de nous rendre visite à nouveau. Alors, pour changer un petit peu, j'ai un petit questionnaire à vous soumettre. C'est le QCM. Quoi? Alors, non seulement c'est très rapide, monsieur Finkielkraut, mais vous ne pouvez pas faire pire que Borloo la dernière fois. non. Donc vous serez forcément au-dessus. Donc oui, complètement. Détendez-vous. Alors ma première question, la voici. Marine Le Pen, présidente en 2017. C'est possible,
c'est impossible ou c'est certain? C'est possible. Pourquoi c'est possible? C'est possible parce que, comme le disait Libération dans son journal, le titre de Libération au lendemain du premier tour des régionales, ça s'approche. Il fut une époque où on se demandait si la présence de Marine Le Pen au deuxième tour était possible. Maintenant, on a l'air de penser, avec de bons arguments, qu'elle est certaine. Et étant donné le désaveu de la classe politique traditionnelle, la victoire au second tour du candidat de droite ou de gauche n'est pas assurée. Je dirais, c'est possible, mais ce n'est pas vraisemblable. Deuxième question, en refusant le Front républicain, Nicolas Sarkozy fait le bon choix, fait n'importe quoi ou ne pouvait pas faire autrement? Je crois qu'il ne pouvait pas faire autrement. Je crois que s'il avait fait un autre choix, il aurait encore accéléré la montée qui semble irrépressible du Front National, parce que celui-ci n'attend qu'une chose, donner la preuve de l'existence de ce qu'il appelle l'UMPS. Et enfin, dernière question, vous diriez que l'Académie française, où vous ferez votre entrée en 2016, est plutôt de gauche, de droite ou au centre? J'espère qu'elle ne répond à aucune de ces définitions. L'Académie française, c'est l'Académie française, c'est une très vieille institution qui ne se laisse pas décrire par ce genre de position. Très bien, je vous remercie pour ces réponses concises. Alors, j'ai retrouvé... C'était mieux que Borloo? Ah, c'était beaucoup mieux, monsieur Finkielkraut. Vous n'imaginez pas. J'étais pas très sûr de moi. Si, non, c'était très bien, vraiment. On garde cette première prise. J'ai retrouvé dans les tiroirs de la télévision française une archive. Nous sommes en 1987, face à vous, Anne Sinclair, et vous parliez déjà à l'époque du Front National et notamment des dérapages de Jean-Marie Le Pen, comme, je le cite, le sidaïque est une espèce de lépreux, ce à quoi vous réagissez dans cet extrait. Regardez. J'étais jeune. En France, le sida comme ressource politique, vous avez entendu Jean-Marie Le Pen. J'aimerais bien votre réaction. Écoutez, Jean-Marie Le Pen est l'homme des passions basses et des peurs archaïques. C'est ce qui fait à la fois sa force et son infamie. À une autre émission de l'heure de vérité, j'avais entendu Le Pen dire j'aime mieux, ce qui semblait très banal, j'aime mieux ma sœur que ma cousine que ma voisine qu'une inconnue qu'une étrangère, etc. Et c'est ça la force et l'infamie de Le Pen, parce que tout le monde spontanément pense ainsi. Mais précisément, cela veut dire que spontanément, nous ne sommes pas encore humains. L'humanité naît en nous à partir du moment où on est capable de dire ou d'entendre « tu aimeras l'étranger parce que tu étais toi-même étranger en pays d'Égypte ». Et Le Pen, c'est quelqu'un qui n'a jamais été étranger en pays d'Égypte. Éric Nolot. Dans votre recueil de chroniques La Seule Exactitude, il y a un certain nombre de vos chroniques qui portent sur le Front National, un sujet qui nous occupe, qui pour certains nous préoccupe au moins depuis dimanche soir, et avant si possible. Et il y en a une qui s'intitule, une de vos chroniques, Le Nouveau Front. Alors on peut discuter, est-ce que le front de Marine Le Pen est vraiment aussi différent que celui de son père? Le fond de sauce, selon moi, reste le même. Enfin, ce serait ridicule, selon moi aussi, de mettre un signe d'égalité entre les deux. Mais qu'est-ce qui vous sépare aujourd'hui, fondamentalement, irrémédiablement, de ce nouveau front? On a bien compris votre position sur l'ancien front, mais le nouveau front. Oui, c'est une question à laquelle je n'aime pas répondre, parce que c'est une question un peu suspicieuse. J'ai une pensée que j'essaye de développer. Certains, et j'espère qu'on y reviendra, car c'est une campagne qui a empoisonné la vie publique dans les semaines et les mois qui ont précédé les attentats du 13 novembre, certains disent même que je suis l'allié objectif du Front National. Et c'est pas dans ma question. Non, ça, hein. Mais je n'aime pas montrer patte blanche. Alors simplement, je dirais deux choses pour répondre quand même en toute sincérité à votre question. Il y a dans le Front National un parti pris simplificateur, un simplisme qui me met très mal à l'aise. Les solutions économiques du Front National, me semble-t-il, sortie de l'euro, retraite à 60 ans, aggraveront les problèmes que le Front National prétend ainsi résoudre. Et si vous voulez, et on le voit aussi dans le ton. C'est-à-dire, vous avez raison, vous l'avez constaté vous-même, Marine Le Pen a liquidé une grande partie de l'héritage idéologique de l'extrême droite. Demeure la hargne.
une hargne qui ressemble à celle de son père, et la hargne, c'est précisément la signature du simplisme. Et j'ajoute que donc ce qui demeure de l'héritage de l'extrême droite, c'est cette hargne. On a des solutions parce que on a des salauds que l'on peut désigner, et c'est aussi le culte de la force. Le culte de la force que l'on voit s'exprimer à propos, je vois que Zemmour est sur les starting blocks. C'est son état naturel, vous savez, ne le prenez pas personnellement. Tous les invités me disent ça. Ça n'a rien à voir avec vous. À propos, il me déstabilise. Ah voilà, d'accord. Il est tout le temps comme ça, ne vous en faites pas, continuez. Donc, ça parce que ça m'intéresse. Ce culte de la force s'exprime au travers de l'admiration illimitée à l'égard de Vladimir Poutine, aussi bien que de Bachar el-Assad. Peut-être faut-il faire alliance avec l'un et l'autre, mais cela doit se faire la mort dans l'âme. Parce que quand même, l'un et l'autre sont des autocrates. Le deuxième, beaucoup plus sanguinaire que le premier. Or, l'éloge de ces deux figures politiques est inconditionnel chez Marine Le Pen dans le Front National. Et cela me met très mal à l'aise, parce que je comprends quand le Front National remet en cause la morale compassionnelle, bien entendu. Mais il devrait le faire au nom de la morale de responsabilité, selon la célèbre opposition de Max Weber, le souci des conséquences. Or, ce n'est pas la morale de responsabilité que le Front National met en avant dans l'affaire des réfugiés, par exemple, c'est plutôt une sorte d'inhumanité triomphante, un culte de la virilité qui s'exprime à travers cette inhumanité même. Plus c'est sanguinaire, plus on aime ça pour bien montrer qu'on ne se laisse pas prendre aux arguments de la morale humanitaire. Tout cela me met terriblement mal à l'aise. J'ai bien fait de vous poser la question, donc la réponse était complexe et intéressante. Alors, monsieur Finkielkraut, ça m'intéresse ce que vous dites, c'est pour ça que j'étais impatient d'écouter et de répondre. Et de me répondre. Voilà, c'est parce que moi aussi, je vous comprends très bien quand vous dites je n'ai pas à montrer patte blanche, et moi on pose la même question qu'à vous tout le temps, et c'est très exaspérant parce qu'on essaye de discuter d'idées et on vous ramène à la cuisine politicienne. C'est très énervant. Mais pas toi, en général, je reprends ce qu'il a dit. Mais en revanche, je ne suis pas d'accord avec vos arguments de fond, si vous me permettez. J'en noterai deux. Un, vous avez dit la hargne, et deux, vous avez dit l'alliance avec Poutine, et puis l'inhumanité, le culte de la force. Un, la hargne. Moi, excusez-moi, pour moi, la politique, c'est la hargne. La politique, c'est pas se combattre avec des fleurs. Le général de Gaulle, il n'était pas vraiment un tendre. François Mitterrand n'était pas vraiment un tendre. J'ai assisté en tant que jeune journaliste politique au meeting de François Mitterrand en 88 et au meeting de Jacques Chirac en 95. Je vous assure qu'ils n'étaient pas des tendres et que la hargne, ils étaient beaucoup plus hargneux que Marine Le Pen dans la forme. Je ne vous parle pas de Jean-Marie Le Pen qui en a un autre genre, qui est un homme de la politique d'avant. C'est-à-dire que quand je voyais les meetings de Jean-Marie Le Pen, j'avais l'impression de voir les meetings de François Mitterrand. C'était le même esprit, la même langue d'ailleurs, le Châtier, etc. Bref. Deuxièmement, pour l'inhumanité et pour le Poutine et Assad. Alors là, je suis en désaccord total avec vous. On se fout complètement de savoir si c'est un tyran ou pas un tyran. Quand le général de Gaulle va voir Ceausescu, vous vous souvenez, en 68, eh ben, on ne peut pas dire que Ceausescu soit un social-démocrate suédois. Quand vous voyez ce que je veux dire? Il a donné toute sa mesure dans les années qui ont suivi Ceausescu. Oui, d'accord. À ce moment-là, on voyait en lui l'indépendance à l'égard de l'Union soviétique. Eh ben, on voyait une sorte de Tito. Il est devenu Ceausescu dans les décennies qui ont suivi. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais est-ce que Tito, vous croyez que Tito vraiment c'était pas un dictateur? Non, mais non. Ce que je veux dire par là, vous avez compris. La réelle politique. Est-ce qu'on décide que la réelle politique doit primer, ou est-ce qu'on décide qu'on reste dans le compassionnel comme depuis 30 ans? Soit vous dites, il y en a marre du compassionnel, et je vous approuve, mais dans ce cas-là, vous ne pouvez pas dire, ah, la réelle politique, c'est méchant. Il faut choisir. Nous, on va encore dire que je suis simpliste, mais moi, je trouve que parfois, il faut aller aux choses simples. Oui, mais parfois, il faut aller aux choses simples. Je ne crois pas que la réelle politique nous commande d'accepter le démantèlement de l'Ukraine, par exemple. Je crois que la réelle politique aussi nous demande d'entendre l'inquiétude de tous les pays d'Europe centrale vis-à-vis des nouvelles ambitions impériales de la Russie. Quant à la réelle politique, elle nous commande aussi, et en cela,
elle relève de la morale de responsabilité, elle nous dit, cette réelle politique, qu'en effet, Bachar el-Assad ne peut pas être à terme une solution pour la Syrie, sauf à prendre pour argent comptant le démantèlement de ce pays. Donc vous voyez, même en termes de réelle politique, on pourrait aller beaucoup moins loin que Marine Le Pen dans le soutien à Bachar el-Assad. On ne peut pas soutenir un homme qui déverse des barils de poudre sur sa propre population. On peut à un moment donné faire la guerre avec lui, mais c'est autre chose. Elle franchit le cap. Le cap, c'est celui du soutien inconditionnel. Et c'est extrêmement gênant. D'abord, je ne sais pas si elle soutient inconditionnel, et je m'en moque, à la limite. Moi, ce que je pense, c'est que la Syrie, de toute façon, est morte. Comme l'Irak. C'est des pays morts. Vous savez bien, c'est voilà. Et on n'a pas, à la limite, on n'a pas à dicter leur conduite à ces gens. Deuxièmement, pour l'Ukraine, on peut revenir, mais ça va nous mener à une discussion sans fin. Mais en tout cas, il faut savoir si on veut être l'allié de Vladimir Poutine ou s'il veut être son adversaire. Moi, j'ai pas envie d'être son adversaire. Je préfère être son allié pour des raisons fondamentales, qui est que ça peut-être nous donnerait un peu de liberté et d'émancipation par rapport à l'Amérique. Donc, vous voyez, c'est sur le FN. Que les choses soient bien claires. Moi, mes questions ne sont pas marquées du sceau de la suspicion. Je sais. Non, mais je répondais. Je comprends bien. À travers vous, à d'autres. D'accord. Je suis pas votre interrogateur, je suis votre interlocuteur. Vous savez qu'on a une relation un peu compliquée, mais j'ai beaucoup d'estime pour vous. Je écoute vos répliques chaque samedi. Non, mais je veux dire, je suis pas un ennemi idéologique. Simplement, je suis bien obligé de prendre en compte ce qu'il y a dans votre livre et de le comparer à ce qui se passe en ce moment. Il y a des textes, quand vous parlez de Lunel, ancien bastion de la spiritualité juive, vous racontez ce que c'est devenu, des 10 jeunes sont partis faire le djihad. Quand vous parlez de l'islam, tout ce que vous dites ici prend une résonance particulière dans le contexte actuel et dans le contexte de la montée du Front National. Je voudrais savoir si pour un intellectuel comme vous vous posez à ce moment-là la question de la responsabilité d'une manière différente. Vous dites, il y a des choses que je pense, que je ne peux pas dire exactement, ou peut-être que je ne devrais pas dire dans le contexte actuel. Est-ce que vous vous posez cette question? Est-ce que ça influe sur votre pensée? Non, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, oui, moi aussi, je vais réfléchir devant vous aux raisons du succès du Front National et à ce qui le favorise, ce qui fait son jeu. Je parlais de cette campagne dont Zemmour et moi et d'autres ont été la cible depuis entre le mois de septembre et le mois de novembre 2015. Vous figurez tous les deux en bonne place dans le livre de Blanchard qu'on a reçu tout à l'heure. Campagne, si vous voulez, qui a trouvé son point culminant avec un titre de l'Obs qu'il me faut rappeler quand même, tout à fait extraordinaire. Où sont les intellos de gauche? Qui sont les nouveaux intellos de gauche? Et une pastille jaune. Les antifascistes n'en ont pas une. 0% de Finkielkraut, Zemmour et les autres. Ça a été le bastion de la vie intellectuelle. L'Obs, le Nouvel Observateur, sous la houlette de Jean Daniel, c'est devenu un torchon chic. C'est extrêmement déplaisant, mais ça en dit long sur la dégradation de ce débat. D'où cela procède-t-il? D'une analogie. On vous dit, dans les premières décennies du XXe siècle, certains disaient qu'il y avait un problème de l'immigration et un problème juif. Aujourd'hui, certains disent qu'il y a un problème de l'immigration et un problème de l'islam. Bien, les seconds sont les successeurs des premiers. Ils sont les nouveaux Barès et les nouveaux Maurras, et on réoriente contre les musulmans une hostilité traditionnellement dirigée contre les juifs. D'où cette campagne. On refuse de voir des réalités qui pourtant crèvent les yeux. Il n'y avait pas de djihadistes juifs dans les années 30, il n'y avait pas de contestation des cours pour prendre des phénomènes un peu moins spectaculaires, un peu moins sanguinaires, il n'y avait pas de prosélytisme religieux dans les clubs de foot, il n'y avait pas de directeurs d'université menacés parce qu'ils refusaient les tapis de prière comme l'est aujourd'hui menacé de mort, comme l'est aujourd'hui Samuel Mayol, directeur de l'unité de Saint-Denis. Tout cela n'existait pas. Et donc, on est obligé de passer tout cela sous silence pour maintenir en vie cette analogie débile. Et c'est de ce silence, c'est de ce déni que profite le Front National. C'est sur ce déni qu'il prospère. Parce que si la gauche choisit effectivement l'aveuglement, alors les gens qui sont désorientés
par ce qui leur arrive, iront nécessairement vers le parti qui prend en charge leur désarroi. D'accord, mais moi je suis d'accord avec vous qu'il serait ridicule de faire une équivalence stricte entre les juifs d'avant la Seconde Guerre mondiale et les musulmans aujourd'hui, ne serait-ce que parce qu'il n'y a pas de campagne d'extermination des musulmans aujourd'hui, il n'y a pas de concentration. Mais est-ce que, vous avez utilisé le mot d'analogie, vous avez utilisé le mot d'analogie, est-ce que cependant, il n'y a pas une analogie véritable en partie, à savoir qu'en période de crise, eh bien, il apparaît toujours un bouc émissaire qu'il est bien pratique de charger pour ne pas voir les vrais problèmes. Est-ce que vous trouvez que cette analogie est fausse à 100% ? Sur l'essentiel, nous sommes d'accord, mais est-ce que vous la trouvez fausse à 100% ? Non, je la trouve fausse et en même temps, je comprends qu'il y a une petite part de vérité dans le slogan « pas d'amalgame ». C'est un slogan qui est souvent ridicule puisque précisément il nous empêche de voir et de penser, mais il faut savoir que le djihadisme a une stratégie. Elle est d'ailleurs explicite. L'idée d'une guerre mondiale contre les mécréants a été formulée, je crois en 2003, nous dit Gilles Kepel, dans un texte qui appelle au djihad mondial. Pourquoi ? Pour déclencher des guerres civiles à l'intérieur des pays occidentaux, notamment en France. Donc si nous nous mettons, comme la tentation peut naître, à incriminer tous les musulmans, nous tombons dans le piège tendu par le djihad. Et quand je lis par exemple dans Le Monde le texte d'un collectif d'étudiants français musulmans qui a été publié au lendemain du 13 novembre donc eux ce n'est pas nous, quand je lis non, le mot califat ne fait pas partie de notre dictionnaire mais de l'histoire, je les entends, ils existent. Ils existent, il faut absolument les entendre. Mais je constate que nous n'allons pas vers cette guerre civile. Je constate que la plupart des gens qui votent pour le Front National voient leur pays changer. Ils sont très inquiets devant ce changement et on leur donne toute raison de l'être. Il y a Leonora Miano, qui a obtenu le prix féminin en 2013, a dit ceci à l'émission de Tadei, Ce soir ou jamais, où un certain nombre de vérités sortent. C'est comme ça que la chef des indigènes de la République a parlé des Français comme des sous-chiens. Elle disait quelque chose du même ordre, Leonora Miano. Vous avez peur d'être culturellement minoritaire, mais ça va se passer, ça va se passer. Ça s'appelle une mutation. L'Europe va muter, elle a déjà muté. Il ne faut pas avoir peur. Cette transformation est peut-être effrayante pour certains, mais ils ne seront pas là pour en voir l'aboutissement. Oui, eh bien, cet effroi existe. Les gens voient quelque chose comme cela se produire. Ils ont le sentiment que la France peut disparaître, que la France peut mourir, ou qu'en tout cas, la civilisation française, c'est-à-dire une forme de vie, une manière d'être, un mode de présence sur Terre, peut devenir optionnel, voire minoritaire dans certains territoires. Cela, ils ne le veulent pas. Voilà pourquoi, je vais peut-être aggraver mon cas, je pense que le vote du Front National n'est pas, si vous voulez, est en un sens une bonne nouvelle. C'est-à-dire que ce sont des gens qui disent nous n'accepterons pas de tomber dans les poubelles de l'histoire sans réagir. Et en même temps, c'est une catastrophe pour les raisons que j'ai dites, du fait de la hargne et du simplisme qui domine le discours du Front National. Moi, il y a quelque chose que je comprends pas, parce que vous, alors vous allez me dire, et Nolo va encore me dire que je suis trop simpliste, mais d'un côté, toute la fin de votre raisonnement, je le fais mien avec enthousiasme. Je suis tout à fait d'accord avec vous, je pense la même chose que vous. Et en même temps, vous reprenez certains arguments habituels des bien-pensants. Oublions le pas d'amalgame, mais quand vous dites que Daesh ou l'État islamique cherche à provoquer la guerre civile en France, mais c'est faux. Excusez-moi, c'est faux. Moi, j'ai lu, attendez, j'ai lu les textes de l'État islamique. Je les ai lus. Pourquoi ils bombardent la France? Ils bombardent la France parce que c'est le pays, ils le mettent comme ça, c'est le pays des croisades et de la Révolution française. Et c'est le pays donc anti-religieux et anti-musulman. Et ensuite, ils ne parlent... Oui, attendez. Il ne parle absolument pas de guerre civile, c'est l'inverse. C'est parce qu'il y a des ferments de guerre civile avant l'État islamique. Il n'y aurait pas l'État islamique à Finkielkraut. Il n'y aurait pas ça. On aurait quand même des ferments de guerre civile en France, parce qu'on a petit à petit deux peuples qui émergent sur le même territoire. Donc l'État islamique s'en sert, les utilise, les instrumentalise, mais il ne cherche pas du tout, au contraire, puisque pour lui, tous les musulmans qui sont en France et en Europe devraient aller vivre dans une terre musulmane. Donc ils cherchent absolument pas, ils s'en servent, ils les utilisent parce que c'est très facile. Et que il n'y a, vous voyez, c'est pas du tout, c'est l'inverse de ce qui est dit habituellement. Non, je ne crois pas. Si vous voulez, il faut prendre très au sérieux le concept et la réalité du djihad. Beaucoup plus au sérieux, par exemple, que le pape François, qui est hélas
le souverain pontife de la bien-pensance. D'où son extraordinaire popularité, à la différence de son prédécesseur, qui ne cessait aux yeux de la doxa que de faire des gaffes. Or, François avait dit en 2013, face aux épisodes de fondamentalisme violent qui nous inquiètent, l'affection envers les vrais croyants de l'islam doit nous porter à éviter d'odieuses généralisations, parce que le véritable islam et une adéquate interprétation du Coran s'opposent à toute violence. Il parle comme vous. Et pas du tout, justement. Rémi Brague lui a dit, c'est comme si le Dalai Lama nous expliquait ce que c'est que le véritable christianisme. Et il faut dire que le djihad est une obligation léguée par Mahomet aux musulmans. Et l'islam a été une religion conquérante, conquête arabe, puis conquête ottomane. Cette religion a connu beaucoup de reflux avec l'expansion européenne, le colonialisme européen, l'impérialisme occidental de manière générale. Aujourd'hui, aux yeux des islamistes radicaux, car il ne faut pas se tromper d'ennemi, il faut nommer l'ennemi, mais il ne faut pas se tromper d'ennemi. Donc, aux yeux des islamistes radicaux, l'heure de la reconquête est venue. Pour les djihadistes, la reconquête passe par la terreur. Pour des islamistes radicaux plus patients, elle passe par la prédication, elle passe par le nombre. Et il faut rappeler, ce sont les frères musulmans opposés aux djihadistes. Et même récipe Erdogan, parce que celui-ci a dit les minarets sont nos baïonnettes, les coupoles sont nos casques, les mosquées sont nos casernes, les croyants nos soldats. Il l'a dit en 1998, il a renié cette déclaration depuis, mais depuis aussi, il est devenu le sultan du Bosphore. Donc il faut se souvenir de tout cela, ça existe. Mais encore une fois, nombre de musulmans ont rompu avec le djihad. Nombre de musulmans veulent vivre leur foi en paix dans le pays où ils vivent. Donc il importe de continuer à faire des distinctions, mais il importe aussi, Éric Zemmour, de ne pas reprendre à son compte le slogan « Vos guerres, nos morts », parce que ce n'est pas en réponse aux guerres que les Français mèneraient en Syrie ou en Irak que ce djihad se déroule, c'est précisément parce que les islamistes se sont remis en position de conquête. Alors, une chose d'abord, pour répondre à M. Brague, comparaison inepte, parce qu'il n'y a aucun rapport entre le Dalai Lama et le christianisme, alors que les religions du livre peuvent parler les unes des autres. Elles sont quand même... Nolo, les religions du livre, c'est une expression musulmane, qui n'est absolument pas reconnue ni par les juifs ni par les chrétiens. Enfin, on est quand même beaucoup. On n'est pas les religions du livre. On est quand même beaucoup plus proche, géographiquement et culturellement, des musulmans que du Dalai Lama. Bon, bah, déjà première chose. La deuxième chose. Tout à l'heure, tu essentialises encore toi aussi. Non, c'est une réalité géographique. Valérie nous demandait tout à l'heure de décrire la période en un adjectif. J'ai dit révolutionnaire. Alors la révolution, normalement, tout est redéfini. Je voudrais avoir votre opinion sur la redéfinition du rôle de l'intellectuel. Je prends le cas de Michel Onfray, le pauvre, qui a fait une remarque un peu que d'aucuns ont jugé imprudente, qui s'est retrouvé dans un clip de propagande de Daesh et qui a décidé de se retirer provisoirement, en tout cas, de la vie médiatique. Est-ce que vous pensez que la période que nous vivons redéfinit le rôle de l'intellectuel ? Je ne sais pas quel est le rôle de l'intellectuel. Le mot est apparu dans toute sa majesté au moment de l'affaire Dreyfus. Donc l'intellectuel, c'est l'homme de cabinet, le savant ou l'écrivain ou le philosophe qui intervient dans la vie publique. Je pense qu'il est légitime que, si vous voulez, ceux qu'on appelle les intellectuels jouent un rôle dans la vie publique. Sinon, on se retrouve dans une situation à l'américaine où il n'y a plus que le showbiz, à part les politiciens. En France, certains seraient tentés d'aller dans cette direction. Je ne crois pas que cela soit souhaitable. Reste évidemment que c'est une attitude extraordinairement risquée, mais nécessaire parce que il ne s'agit pas simplement d'intervention aujourd'hui au nom de principes, au nom de valeurs censément supérieures. Il s'agit aussi d'une option philosophique. C'est Michel Foucault qui disait que le rôle de la philosophie aujourd'hui, c'est de diagnostiquer le présent dans ce qu'il a de distinct, de différent des autres périodes. Et c'est en tout cas ce que, personnellement, à mes risques et périls, parce qu'on peut se brûler les ailes. C'est ce que j'essaye de faire, d'autant plus que, me semble-t-il, notre époque a tendance à se prendre pour une autre, à plaquer sur ce qu'elle vit des schémas qui n'ont plus rien à voir. Donc, c'est ainsi que je redéfinirais, moi, la tâche de l'intellectuel, mais puisque vous avez parlé de Michel Onfray, on voit l'ineptie du bloc réactionnaire qu'on a constitué ces mois derniers, sous prétexte que nous étions les uns et les autres passés à la même émission de télévision, ce qui a rendu des gens verts de rage, alors
que moi je vais à ce genre d'émission de télévision pour me défendre, pour avoir un droit de réponse, eh bien Michel Onfray a préconisé une trêve, une paix des braves avec l'État islamique. Il a dénoncé des guerres islamophobes. C'est un discours dans lequel je ne me retrouve absolument pas. Donc les divergences entre les... Il faut aussi accepter cela. Les intellectuels, ce n'est pas là une voix unique, comme l'est souvent la voix du showbiz. Alors justement, moi j'aimerais avoir une divergence et avec vous et avec Michel Onfray, parce que moi je trouve qu'Onfray a tort de parler de guerre islamophobe, c'est ridicule. Quand on bombarde la Serbie pour vous faire plaisir, on bombarde des Serbes pour défendre des musulmans. Donc on voit bien qu'on sait au fond fait des guerres aussi islamophiles. Mais je dirais en revanche que je ne vois pas, et c'est une erreur d'après moi que vous commettez, de croire que bombarder Daesh, faire la guerre à Daesh, résout nos problèmes. Depuis 10 ans, nous avons fait des interventions militaires partout, en Irak, en Syrie, un peu partout au Moyen-Orient, et à chaque fois, on reporte le problème, on l'aggrave, tout simplement parce que ça ne sert à rien. On a détruit des pays, encore une fois, avec des grands principes, pour dire qu'il y avait des dictateurs méchants comme Saddam Hussein, etc., comme Kadhafi. Mais moi, je regrette le temps des dictateurs méchants, contrairement à vous. Je pense que c'était très bien les dictateurs méchants pour éviter la destruction d'États et la destruction de pays qui n'en sont pas véritablement des nations. Donc voilà. Donc il faut. Moi, j'aimerais. Alors pour une fois, c'est moi qui fais dans le complexe. Je pense que Onfray a tort de parler de guerre islamophobe, mais vous aussi, vous devriez prendre votre part et dire que les interventions occidentales depuis 15 ans, que ce soit en Serbie ou au Moyen-Orient, n'ont causé que des catastrophes. On voit aujourd'hui avec le Kosovo, ça provoque un État quasiment islamiste aux portes de Paris, aux portes de l'Europe. Mais je ne pense pas que vous fassiez dans la complexité, parce que la première catastrophe dans l'ex-Yougoslavie, c'était sous l'égide de Milosevic, la transformation de cette fédération d'États en Serbo-Slavie. Et je ne vois pas quel mal il y a, pourquoi on devrait regretter aujourd'hui l'existence d'États comme la Slovénie ou la Croatie. La Yougoslavie n'avait aucun véritable fondement historique. C'était un pays très artificiel. Oui, comme la moitié des pays en Europe. Et c'est un pays très artificiel. Et c'est le dictateur Milosevic qui, en fait, y a mis fin. Et il est vrai aussi que dans les années 30, eh bien, lorsque dans l'Allemagne nazie, parce qu'il faut quand même y revenir, cette mémoire nous habite, elle ne doit pas nous aveugler, mais elle doit continuer à nous habiter, eh bien, il y avait les premières exactions du régime nazi, et la Société des Nations s'en est émue. Et à ce moment-là, Goebbels a eu cette phrase « Charbonnier est maître chez soi ». Eh bien oui, précisément, ça ne peut plus être complètement vrai aujourd'hui du fait de ce qui s'est passé et du fait de l'homme qui l'a prononcé. C'est pas parce que Goebbels dit qu'il fait beau, qu'il fait pas beau. Charbonnier est maître chez soi. C'est terminé, merci beaucoup. Merci beaucoup. Eh oui, déjà, ça passe vite. Merci beaucoup Alain Finkielkraut. Je rappelle la sortie de votre livre, La seule exactitude aux éditions Stock, Zemmour et Nolo. C'est terminé. Merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine. Mais d'ici là, restez zen.